d'abord, bienvenue à l'Alcazar. Aujourd'hui, c'est un petit peu une conférence un peu particulière parce que vous savez que nous, à l'Alcazar, on a été un peu touchés dans notre chair, hein. Et dans notre chair, c'est bien le mot. Alors, on a décidé d'organiser un petit peu cette conférence sur ce sujet qui, en fait, concerne, hélas, tragiquement, énormément les Marseillais, notamment les Marseillais du centre-ville. Donc, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Meunier, qui est scientifique de l'IRD, qui a bien voulu nous faire cette conférence, parce que vous allez vous rendre compte que les puces de lit, ça ne date pas d'aujourd'hui en fait, hein. Des punaises de lit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je confonds toujours les puces et les punaises. Il doit y avoir une explication psychanalytique. Tout à fait. Alors je passe la parole à Monsieur Meunier qui va nous parler de ces insectes qui nous effraient tous. Bonne conférence. Un, deux, oui. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ça va être... Bon, il y a quand même un petit peu de monde, un petit comité, c'est très bien. Donc, on va parler de ces punaises des lits, donc, hein. Une première petite diapo pour vous faire patienter. Donc, en fait, oui, dans le petit documentaire qu'on vient de vous passer, le monsieur dit ça a muté, parce qu'elles ont vraiment muté en fait. Le problème il est un peu ailleurs. Ce sont des insectes, comme vous vous en doutez, comme la plupart des insectes qui étaient sur Terre bien avant que l'homme apparaisse. Et donc c'est pas depuis que l'homme est là que d'un seul coup elles se sont dit tiens on va aller piquer les êtres humains. C'est pas le cas. Donc moi je suis entomologiste écologue. Donc mon laboratoire c'est l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale qui est basé à Marseille, Aix-en-Provence et Avignon. Et mon organisme de tutelle, donc mon employeur, c'est l'Institut de recherche pour le développement, dont le siège est à Marseille depuis quelques années déjà. Alors une petite phrase pour commencer, donc de Colette. On peut espérer que lorsqu'ils seront les maîtres du monde, les insectes se souviendront avec reconnaissance que nous les avons bien nourris. Alors j'ai longtemps été entomologiste médical, donc c'est-à-dire spécialiste des insectes vecteurs de maladies. Et tous ces vecteurs de maladies, par nature, ce sont des hématophages, c'est-à-dire qu'ils piquent les animaux à sang chaud, donc pour prendre du sang et pour se reproduire. Donc je ne sais pas s'ils se souviendront avec reconnaissance. Par contre, il est possible qu'au rythme où on détruit tout, ils finissent par devenir les maîtres du monde. Ils le sont déjà, hein. En termes d'importance, vous savez peut-être qu'en fait, les 3/4 des espèces animales sont des insectes sur cette Terre et on n'en connaît que 20%. Donc en fait, la Terre est la planète des insectes et de très loin, c'est le groupe le plus important de très très loin sur cette Terre. Donc voilà le plan de mon exposé. Je vais d'abord vous parler donc des origines et de la phylogénie, donc les apparentements donc de ce groupe des punaises, la systématique, donc leur classification, leur morphologie, leur biologie. Après un petit historique depuis les temps anciens, donc on va commencer avec la Grèce antique et Aristote et un petit peu avant. Les nuisances donc occasionnées et enfin les moyens de lutte, puisque peut-être des personnes ici ont été touchées de près ou de loin par cette nuisance, et donc je sais qu'à Marseille c'est un vrai problème. J'ai des collègues très proches qui m'ont dit ah ben oui, nous on en a eu, et donc voilà. Donc l'origine, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'ordre. Donc les insectes en fait c'est une classe, donc il y a énormément d'espèces dans ce groupe. Et au sein donc des insectes, donc, il y a plusieurs ordres. Et donc les hémiptères, c'est l'ordre qui accueille les punaises. Donc c'est un groupe polyphylétique, ça veut dire qu'il a plusieurs origines. Donc j'avais parlé des puces la dernière fois. Généralement, les puces sont monophylétiques. On pense qu'elles n'ont qu'un seul ancêtre qui, avec le temps, s'est décliné en plein d'ancêtres. Pour les hémiptères, ce n'est pas le cas, il y a plusieurs origines. Donc elles appartiennent à l'ordre donc, des hémiptères, ces punaises, et au sous-ordre des hétéroptères. C'est-à-dire qu'en fait, les hémiptères, c'était des insectes qui avaient des ailes de nature différente, et même les antérieures et les postérieures étaient différentes. Donc par contre, les punaises des lits sont des punaises aptères. Aptères, ça veut dire sans ailes, hein, A privatif. Donc elles n'ont jamais d'ailes. Que ce soit la forme larvaire n'a jamais d'ailes de toute façon, et en tout cas, les adultes n'ont jamais d'ailes. Et donc évidemment, elles n'en ont pas vraiment besoin, un peu comme les puces, ce sont des parasites, donc elles n'ont pas besoin de voler. Enfin, il y a des parasites qui volent, hein, mais en tout cas, elles n'ont pas besoin de voler, ce sont des ectoparasites. Et donc c'est une exception, parce que la plupart des punaises, bien sûr, que vous connaissez, ont 4 ailes. Donc les fossiles les plus anciens ont autour de 100 millions d'années, donc vous voyez qu'elles ne sont pas apparues hier, hein, elles ne se sont pas dit avant-hier, tiens, on va aller piquer les êtres humains. Et bien avant ça, elles piquaient d'autres animaux, se sont adaptées.
Elles sont maintenant cosmopolites, hein, c'est-à-dire que l'homme les a trimballées un petit peu partout, donc on en trouve dans le monde entier, bien sûr. Et donc les plus anciennes traces de leur contact avec l'être humain datent de l'Égypte antique, hein, puisqu'on a retrouvé donc des punaises dans certaines tombes qui permettent de dire qu'en effet, déjà à cette époque-là, bien sûr, les gens se faisaient piquer. Donc, ce sont des insectes. Donc voilà, je l'ai dit, les insectes, ce sont des hexapodes. Ça veut dire 6 pattes. Tous les insectes ont 6 pattes. Si vous voyez une bête à 6 pattes, c'est un insecte. C'est le seul critère absolu, parce que sinon, il peut avoir des antennes, mais d'autres animaux ont des antennes. Par contre, si vous voyez donc un arthropode à 6 pattes, c'est un insecte. Donc, je ne vais pas revenir. C'est l'ordre des hémiptères, créé donc par ce grand savant suédois, Linné, en 1758. Et c'est parce qu'en fait, ils ont des ailes, on va voir des photos, avec de deux natures différentes, une partie coriace et une partie membraneuse. Donc avant, il était divisé en 2 sous-ordres, les hétéroptères qui étaient les punaises vraies, et puis tous les autres, les homoptères, c'est-à-dire les cigales, les pucerons, les cochenilles. Ça a évolué maintenant, il y a au moins 5 sous-ordres avec 100 000 espèces. Donc vous voyez, dans cet ordre, il y a 100 000 espèces sur Terre. Donc c'est très important. Les insectes, dès qu'on commence à s'y intéresser, c'est un monde incroyable. Les coléoptères, c'est l'ordre le plus important, ce qu'on appelle les scarabées, et il y a à peu près 400 ou 500 000 espèces sur Terre. Et on n'en connaît qu'une petite partie, comme je vous l'ai dit, à peu près 20%. Donc en fait, il y en aurait bien plus. Donc elles sont principalement phytophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent sur les plantes, mais on y trouve aussi des prédateurs. Il y a certaines punaises qui attaquent d'autres insectes, et puis il y en a qui, en effet, piquent les animaux et les hommes, donc pour prélever le sang. Donc les punaises des lits appartiennent à la famille des Simicidés. Donc dans l'ordre, il y a des familles. Hein. La famille se termine toujours par idée en zoologie. Par exemple, le chien Canis donne les Canidés, le chat Felis donne les Félidés, et ainsi de suite. Donc quand vous voyez idée, la terminaison idée, c'est la famille. Et donc cette famille a été créée par un grand entomologiste en 1802, Latreille, et elle regroupe donc plusieurs espèces proches. Donc la punaise des lits, Simex lectularius, c'est donc son nom scientifique. Mais on peut aussi rencontrer Simex hemipterus et d'autres espèces du même genre, proches, hein, qui cohabitent parfois. Alors, quelques photos, donc, à gauche donc, de cet ordre des hémiptères, pour que vous situiez un petit peu parmi les insectes à quoi ça ressemble. Bon, la plupart des gens savent ce qu'est une punaise. Donc, à gauche, donc, c'est la famille des coréidés. À droite, c'est la famille des pentatomidés, donc d'autres familles hein, parmi cet ordre. Donc, là, ce sont les punaises vraies. Et puis après, on va avoir des cigales, par exemple. Donc, à gauche, vous avez un très beau dessin de Bernard Durin, qui était un artiste vraiment talentueux. Et puis à droite, c'est une cigale malgache. Donc, j'ai pris en photo. Vous remarquerez le mimétisme de sa couleur sur cette écorce avec du lichen. Elle se fond complètement et les prédateurs, évidemment, ne la voient pas, ce qui évite de se faire manger. Après, vous avez la famille des cercopidés, donc les cercopes, Cercopis vulnerata, que vous avez. Les cochenilles aussi, donc, qui sont sur les fameuses griffes de sorcière, une plante qui vient d'Afrique du Sud, invasive. C'est joli dans les jardinières, mais c'est un gros problème dans les zones naturelles, ici, dans la zone méditerranéenne, puisque justement, ce sont des plantes qui viennent d'Afrique du sud de l'Afrique du Sud, qui est aussi une zone méditerranéenne au niveau climat, et donc qui s'adapte tout à fait bien à notre région. Les membracidés, avec une belle photo d'Olivier d'Angle, donc voilà, des petites bêtes qui piquent les plantes. On voit leurs petits siphons, et ça leur sert à sucer la sève, comme beaucoup de punaises d'ailleurs. Les pucerons aussi, les aphididés, donc les pucerons sont aussi des suceurs de sève. Hein. Tout cela sont des phytophages, ils se nourrissent de la sève des plantes. Et enfin, une famille très particulière à Madagascar, que j'ai photographiée aussi, les flatidés. Donc eux, ils sont souvent groupés le long des tiges et ils ressemblent à des fleurs. Et donc, en fait, les prédateurs ne les voient pas. Ils pensent que c'est des inflorescences. Et en fait, c'est les insectes. Vous approchez, tout le monde s'envole d'un seul coup. Comme ça, c'est très joli. Voilà. Donc, la morphologie, eh bien, comme tous les insectes, en fait, hein, les adultes vont avoir 3 paires de pattes, une paire d'antennes, un corps segmenté en plusieurs parties, la tête, le thorax et l'abdomen, et un squelette externe, chitinisé, c'est-à-dire dur, un exosquelette. Les insectes, et les arthropodes en général, ont un squelette externe et la chair à l'intérieur. Nous, les vertébrés, c'est le contraire. On a un squelette interne et la chair est autour. Donc, ils ont fait autrement, ce qui leur a permis de s'adapter à des milieux très arides, en tout cas plus difficiles, puisque en fait, ils limitent les pertes en eau avec un squelette externe et la chair à l'intérieur. Donc, ces punaises des lits, ce sont des insectes de petite taille. Le monsieur a dit 3 à 5, ça peut être un peu plus grand, hein, 5 à 8 mm. Ça reste des petits insectes. Hein.
Donc, ils sont surtout très aplatis. Ça veut dire qu'ils peuvent se faufiler un petit peu partout et dans toutes les anfractuosités. Ce sont donc des insectes qui sont toujours aptères, je l'ai dit, donc ils n'ont jamais d'ailes, les punaises des lits. Et donc, elles ont des pièces buccales transformées en un appareil piqueur-suceur, un siphon. Alors, vous avez vu toutes les punaises qui piquent, en fait, les plantes ont aussi un siphon, sauf qu'elles piquent la plante pour sucer la sève, et là, elles piquent les animaux ou les hommes pour sucer le sang. Mais le principe est finalement le même. Et la femelle est toujours plus grosse que le mâle. Donc, ce sont des insectes hétérométaboles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot en fait? C'est que les larves sont semblables aux adultes. Donc, on appelle ça une métamorphose incomplète. A contrario, il y a des insectes qui ont une métamorphose complète. Donc, on dit qu'ils sont holométaboles. C'est-à-dire que la larve n'a rien à voir avec l'adulte. Est-ce que vous connaissez certains insectes dont la larve est très différente des adultes? Les spécialistes se taisent. Par exemple, les papillons, tout à fait. Entre une chenille et un adulte de papillon, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est toujours le même individu, sauf que sa chenille va passer par un stade chrysalide, et donc là, il va y avoir une fonte des tissus, et l'adulte va sortir. On pourrait citer bien sûr tous les diptères, les mouches, les moustiques, l'asticot et la mouche, ça n'a rien à voir. On pourrait citer tous les coléoptères, les vers blancs qu'on trouve dans le sol, ou tous les coléoptères. Ils vont se transformer aussi en passant par le stade chrysalide en un adulte qui n'a rien à voir avec la larve. Chez les punaises, c'est différent. En fait, les petites punaises ressemblent aux adultes. Elles vont se croître par mue. La seule chose, c'est qu'évidemment, alors en général, les larves n'ont pas d'ailes, sauf que là, elles ont pas d'ailes du tout. Mais non, je veux dire, les larves, oui, n'ont pas d'ailes et les adultes ont des ailes, sauf que là, comme même les adultes n'ont pas d'ailes, c'est pas un signe, quoi. Donc elles n'ont jamais d'ailes de toute façon. Mais par contre, donc les ailes vont apparaître chez les adultes en général, chez les autres punaises, et surtout les organes sexuels, puisque les larves généralement ne sont pas aptes à se reproduire. Voilà, donc le cycle, ça va être un œuf, une éclosion avec des larves de différents stades, on va le voir, et des adultes. Alors les deux sexes, en fait, sont hématophages, donc les deux sexes prennent du sang. Alors ce n'est pas toujours le cas. La majorité, justement, des insectes vecteurs de maladies, par exemple les anophèles ou les moustiques en général qui transmettent, par exemple, le paludisme, c'est seulement la femelle qui va piquer. Donc la femelle seule est hématophage, les mâles vont aller sucer un peu de nectar, et des fois ils ne mangent même pas ou à peine, ils meurent. De toute façon, la seule chose qu'ils aient à faire, c'est d'accoupler la femelle pour la reproduction, et finalement après leur tâche, elle est accomplie, et on n'a plus besoin d'eux. Donc il y a quelques vecteurs comme ça, bon, en l'occurrence la punaise des lits, on verra un peu après, mais normalement en conditions normales ne transmet pas de maladie. Mais il y en a quelques-uns dont les deux sexes sont hématophages. C'est le cas de la mouche tsetse aussi, qui est une mouche en Afrique qui transmet la trypanosomiase ou la maladie du sommeil. Et cette mouche, là aussi, le mâle et la femelle, les deux sont hématophages. C'est assez rare, généralement, c'est que les femelles. Elles prennent le sang, c'est pas parce qu'elles sont méchantes, voilà, c'est qu'elles ont besoin de sang pour la maturation de leurs ovaires et pour pondre. Donc voilà. Et donc, comme les mâles ne pondent pas, évidemment, la nature a supprimé ça. Ils naissent. Ils se développent, ils accouplent la femelle et ça suffit. Alors, une des particularités de ces punaises, c'est que l'insémination donc, est extragénitale traumatique. Ça veut dire qu'en fait, le mâle, il ne va même pas chercher l'orifice génital de la femelle, il va lui perforer l'abdomen ou une autre partie, peu importe, de la femelle pour inoculer son liquide séminal et la féconder. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, ça va plus vite. Donc, manifestement, elle n'en meurt pas, mais c'est assez violent, quoi. Donc, il perce où il peut, et puis, en effet, il l'insémine comme ça. Bon. Alors, voilà donc le cycle biologique des punaises des lits, donc c'est en anglais, mais peu importe. Donc, on voit bien l'œuf, donc le premier stade larvaire, qui est évidemment tout petit, qui va prendre un repas de sang, qui va faire le deuxième stade larvaire, qui va reprendre un repas de sang, qui va faire le troisième stade larvaire, qui va prendre un repas de sang, un quatrième stade larvaire, un repas de sang, un cinquième stade larvaire, et enfin, après ce cinquième stade larvaire, les adultes ça va se transformer en adultes, mâles et femelles, l'accouplement va venir, et donc la femelle va avoir besoin d'un repas de sang par contre, et une fois que ce premier repas aura été pris, elle va pouvoir donc commencer à pondre. Voilà. Alors, voyez une femelle là qui a pondu, on voit que les œufs sont encore tout frais, donc ils sont généralement blanchâtres, de forme ovoïde, allongée.
Ils mesurent 1 à 3 mm et donc sont operculés. Operculés, on va le voir. Vous voyez, ça fait une petite, en haut là, une petite sorte de petit orifice comme ça, donc comme un opercule. Donc autant dire qu'évidemment les œufs sont très difficilement visibles, des œufs de 1 ou 2, 3 mm blanchâtres comme ça, généralement ça passe inaperçu. Hein. Si vous avez que des œufs, très dur à voir. Donc ils sont pondus par paquet de 5 à 15, là vous voyez j'ai compté à peu près une douzaine, 3 à 10 jours après la fécondation. C'est-à-dire qu'il faut quand même un certain temps après la fécondation pour que la femelle commence à pondre. Elle a, je l'ai dit, obligatoirement besoin d'un repas sanguin, puisqu'elle a besoin du sang et des protéines du sang pour pondre, pour la maturation de ses ovaires et donc pour pondre des œufs. Si la femelle ne peut pas piquer, elle va attendre son premier repas pour pondre. Elle ne pourra pas le faire sans repas. Par contre, elle peut être fécondée plusieurs fois dans sa vie et pondre jusqu'à 200 à 500 œufs. Donc vous voyez, ça fait, comme beaucoup d'insectes, hein, ils ont une reproduction importante. Donc en effet, ça vit un certain temps et la femelle peut pondre quand même pas mal d'œufs. Donc là, vous voyez des petites larves dans un laboratoire. Donc je vous ai parlé des 5 stades larvaires. Un repas de sang est nécessaire entre chaque stade larvaire. Donc là, on voit bien que ces petites larves, on les a nourries. Comme j'ai eu l'occasion, j'entretenais des insectariums avec des poux, des puces et des tiques, qui ne sont pas des insectes, mais des acariens. Et donc, les poux, on les prenait, on les mettait sur le ventre d'un lapin, ils se gorgeaient. Alors, quand ils ne sont pas gorgés, les tout petits poux, on ne les voit pas. Et puis, dès qu'ils se sont gorgés, ça fait plein de petits points rouges. Donc là, ils sont très, très visibles. Et donc là, on voit bien que c'est juste après le gorgement, toutes ces petites larves. Donc, après ce repas, elles vont changer, elles vont muer, et vont passer du 2e, 3e, et ainsi de suite. Donc elles sont hématophages aussi comme les adultes, parce que des fois, bien sûr, la larve peut avoir un régime alimentaire différent. Chez la punaise, les adultes comme les larves sont hématophages, elles ont besoin de piquer pour se développer. Et donc le stade ultime, donc le stade 5, va donner un adulte. Donc ces adultes, ils sont des ectoparasites piqueurs-suceurs, donc c'est-à-dire des parasites qui vivent, qui ne sont pas en dedans de nous, mais sur nous, et donc qui piquent et qui sucent le sang. Donc encore une fois, ce sont des hématophages stricts, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger autre chose, hein, c'est ça ou rien. Et donc les deux sexes se nourrissent du sang des mammifères et des oiseaux, là aussi donc mâle comme femelle. Le repas de sang dure à peu près entre 10 et 20 minutes et elles mettent à peu près 10 à 12 jours pour le digérer et pondre. Donc il y a un certain délai entre le repas de sang et la ponte. Donc le temps que le sang soit digéré et surtout que les œufs se développent et que la ponte arrive. Donc ça peut vivre autour de 5 mois. Donc évidemment, pendant ce temps-là, si ça pond tous les 12 jours ou les 10 jours, ça fait beaucoup de pontes et ça fait beaucoup, comme on l'a dit, hein, ça peut aller jusqu'à 500 œufs. Par contre, ce sont des insectes comme les puces qui sont capables, s'ils n'ont jamais pris de repas de sang, de survivre à un jeûne prolongé, de 1 an et demi à 2 ans. C'est-à-dire que si la femelle n'a jamais pris de repas, elle peut se mettre en vie ralentie comme ça pendant 1 an et demi, et hop, vous revenez dans une maison que vous n'avez pas habitée, et hop, d'un seul coup, il y a le stimuli, comme ça, comme des fois avec les puces, hein, ça reste en vie ralentie comme ça, et d'un seul coup, vous arrivez, ça se met à sauter dans tous les sens, parce qu'elles ont la chaleur, le mouvement, et d'un seul coup, ils disent, ça y est, il y a un autre qui arrive, là, il faut se réveiller. Donc, le problème, c'est ça, c'est que, on en viendra après avec la lutte, c'est que, évidemment, des bêtes qui peuvent supporter comme ça 1 an et demi et 2 ans, vous dites, oh, ben, je suis tranquille, on a traité. Si vous en avez qui sont restés dans un coin et qui n'ont pas été éliminés, aussi bien elles peuvent se réveiller longtemps après et réinfester la maison. C'est bien le problème. Alors, au niveau historique, on pense que ces insectes sont vraisemblablement originaires du Moyen-Orient. En fait, ils vivaient dans des caves habitées, des caves ou des grottes, hein, habitées par des chauves-souris. Donc, on pense que vraisemblablement, les descendants actuels de ces punaises donc en fait piquaient les chauves-souris, hein, qui sont donc des mammifères, et donc elles piquaient le sang des chauves-souris. Voilà. La première mention en fait en Grèce ancienne, c'est à peu près vers 400 ans avant Jésus-Christ. Cette mention, elle va être reprise par Aristote, qui est le grand philosophe donc de l'Antiquité grecque, donc au siècle suivant. Pline, qui lui, un des grands philosophes naturalistes du monde romain, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, va les reciter bien sûr dans son histoire naturelle, mais surtout pour en vanter les vertus médicales. À l'époque, on croyait que ça permettait de soigner, et notamment le traitement des morsures de serpents ou bien des infections de l'oreille. Bon.
peut pas aller demander à Pline, il est mort depuis longtemps. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de croyances. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'en fait, la croyance justement en leur vertu médicale a perduré jusqu'au XVIIIe siècle. Donc là, c'est beaucoup plus près de nous. Donc Guettard pensait qu'on pouvait traiter l'hystérie avec les punaises des lits. Bon. Alors, la première mention est faite en Allemagne, la première mention connue, historique, qu'on a, est faite en Allemagne au XIe siècle. En France, c'est au XIIIe siècle. En Angleterre, c'est en 1583, c'est précis, mais en fait, elles sont restées rares jusqu'en 1670 en Angleterre. Et en fait, au XVIIIe siècle, on pense qu'elles étaient arrivées de Londres, que la contamination s'est faite en Europe à partir de Londres, suite à l'apport massif de bois pour la reconstruction de la ville après le grand incendie de 1666. Vous savez que les villes anciennes étaient construites majoritairement en bois quand il y avait des incendies. On a vu Notre-Dame de Paris, mais là-bas, à l'époque, toutes les maisons étaient en bois, c'était une catastrophe, il n'y avait pas les pompiers comme maintenant, donc des parties de villes entières pouvaient brûler. Et donc, comme on a importé du bois, les gens ont pensé que c'est cette introduction de bois qui avait amené les punaises des lits. Vraisemblablement pas d'ailleurs, mais enfin voilà. Donc le grand savant Scopoli donc, va noter leur présence en Carniole, c'est l'actuelle Slovénie, au XVIIIe siècle. Voilà. En fait, ces punaises, après la guerre, elles avaient quasiment disparu en France ou en tout cas en Europe, dans les années 40-50, parce qu'on a commencé à utiliser un insecticide très puissant qui s'appelait le DDT, et qui a été d'ailleurs trouvé au 19e siècle, fin 19e, par Müller, je crois. Et donc, mais on a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'il avait cette possible utilisation. Sauf qu'on va assez rapidement se rendre compte, et notamment Rachel Carson, qui a écrit Silent Spring, le printemps silencieux, donc aux États-Unis, parce qu'elle a commencé à se rendre compte, il y a très longtemps, j'ai lu ce livre tout récemment, c'est d'une actualité incroyable, que tous ces traitements insecticides, on ne voyait plus d'oiseaux, on ne voyait plus d'insectes, c'était une catastrophe, parce que ces insecticides étaient non sélectifs, alors ils étaient très puissants, mais ils tuaient tout. Et surtout, ils étaient très rémanents, c'est-à-dire qu'ils duraient très longtemps, ils mettaient très longtemps à se dégrader. D'ailleurs, il y en a encore, je suis sûr que c'est des molécules très complexes, elles sont très lentes à se dégrader. Donc on va cesser, au bout assez rapidement quand même, à utiliser ces insecticides qui étaient évidemment très efficaces, mais trop dangereux globalement pour l'environnement et même les personnes. Voilà. Et donc, du coup, face à la baisse de l'utilisation de ces insecticides, après, il y aura des résistances qui vont apparaître, puisque les insectes, l'évolution continue à se faire. Souvent, les gens pensent que depuis que l'homme est apparu, l'évolution s'est arrêtée. Pas du tout. C'est un phénomène dynamique qui continue. Et donc, forcément, une population, quelle qu'elle soit, ou une espèce, si elle est soumise à une pression de sélection quelconque, c'est-à-dire si on la traite avec un insecticide, on va en tuer une partie de la population. Mais il y a une autre partie qui va pouvoir éventuellement développer des résistances, parce que leur matériel génétique va leur permettre de détoxifier une molécule, par exemple. Ce qui fait qu'on va tuer peut-être 30, 40, même 80% de la population, mais les 20% qui, eux, avaient le matériel génétique pour résister, ils vont reconstituer toute la population. Et après, l'insecticide en question, il ne sera plus efficace, parce que de toute façon, ils auront tous les individus de la population, ou quasiment, vont être capables de détoxifier cette molécule, et ça ne leur fera plus rien. Donc cette apparition des résistances, et puis évidemment la multiplication des déplacements, il y a 50 ou 70 ans, on ne voyageait pas comme maintenant. Maintenant, pour un oui, pour un non, tout le monde se déplace. Évidemment, ça favorise aussi la transmission des insectes en général. Vous connaissez tous le moustique tigre, Aedes albopictus. Typiquement, c'est un insecte qui est parti d'Asie du Sud-Est, qui est arrivé avec des vieux pneus dans la partie tropicale des États-Unis, en Floride, et puis après qui est reparti partout. Maintenant, on en a sur tout le pourtour méditerranéen. C'est une nuisance, et en plus potentiellement il transmet des virus. Il peut transmettre la fièvre jaune, il peut transmettre la dengue, il peut transmettre le chikungunya, il peut transmettre le Zika et pas mal d'autres virus. Donc pour l'instant on n'a pas de transmission dans nos pays, mais le fait que le vecteur soit là, c'est potentiellement un risque, forcément. Donc ce sont des insectes du coup qui ont retrouvé une importance très, très significative donc ces derniers temps, du fait des nuisances engendrées, même s'ils ne transmettent pas directement de maladies, heureusement, comme les puces ou comme les moustiques ou comme d'autres insectes. Alors, je vais vous faire un petit... j'ai fait pas mal de recherches un petit peu historiques par rapport aux mentions qui ont été faites donc, par les grands auteurs de ces insectes, qui forcément, comme tous les insectes nuisants, ont assez rapidement interpellé l'homme. Parce que autant des insectes qui n'avaient pas un rôle intéressant pour l'homme sont passés inaperçus
pendant des siècles, autant ceux qui venaient piquer l'homme tous les jours, ceux-là, évidemment, ils ont interpellé rapidement l'homme. Donc Dioscoride, qui était un médecin, un pharmacologue et un botaniste grec, qui est donc 1er siècle comme Pline après Jésus-Christ, donc il dit « Entre tous les ennemis qui nous persécutent de nuit, nous n'en avons point de si mauvais et importuns que les punaises. Toutefois, quelque puante et importune bête qu'elle soit, nature ne les a pas créées sans pouvoir servir en la médecine. Aucun moderne, c'est-à-dire les modernes, quoi, on pourrait traduire ça comme ça, aucun moderne en use pour faire uriner, les mettant toutes vives dedans la verge, non pas mortes et broyées comme Dioscoride l'ordonne, ce qui me semble être plus raisonnable, car étant dedans le tuyau de l'urine, en cheminant, elle le chatouille et hérite la vertu expultrice pour pousser hors l'urine. Bon, c'était la médecine à l'époque. Je ne vous conseille pas d'essayer quand même. Hein. Pas très sûr que ça marche. Donc là, on se rapproche de nous, on est au XVIIe siècle. Donc c'est l'histoire naturelle de John Johnston, donc le livre 3 sur les insectes. Donc en fait, en latin, Simex, donc c'est son nom scientifique. Et à l'époque, en fait, toutes les punaises étaient appelées sous le nom générique Simex, en fait. Hein. C'était, bien sûr, plus on a découvert des formes de vie et des espèces, et plus il a fallu diversifier. Au temps de Linné, souvent les genres servaient de famille, parce que bon, on fourrait tout dans un même genre, et puis voilà. Donc toutes les punaises, c'était Simex, voilà. Donc évidemment, après, on a fait plein de genres différents, d'autres familles, bon, et ainsi de suite. Donc des Simicées, ça veut dire des punaises. Alors je ne vais pas vous lire le texte en latin, hein, mais donc on commence à en parler, bien sûr, déjà à cette époque-là. Et donc, en fait, on voit sur la planche qui suivant, Simex inquilini, en fait, inquilini en latin, enfin en italien et sans doute en latin, ça veut dire les locataires. Donc en fait, ça veut dire les punaises, on comprend bien les locataires qui sont sur nous. Et donc, évidemment, ce n'est pas très réaliste comme dessin, hein, on est au XVIIe siècle, mais on reconnaît quand même vraisemblablement des pentatomidés, là. Et ça, on voit bien que ça ressemble à ces petites punaises des lits. Donc, il les avait déjà, bien sûr, quand même un petit peu observées. Alors, le dictionnaire économique contenant divers moyens d'augmenter son bien et de conserver sa santé par Noël Chaumel, là, on est au XVIIIe siècle. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est un peu petit pour le lire comme ça. Je vais essayer comme ça. J'aurai des textes un peu plus gros. De toute façon, ils répètent souvent un peu les mêmes choses. Hein. Donc, c'est un insecte tout plat qui incommode fort pendant l'été, non seulement par les morsures qu'il fait, mais encore par la mauvaise odeur qu'il répand quand on l'écrase. Bon, ça, on pourrait dire ça un petit peu de beaucoup de punaises, en tout cas pour l'odeur. Voilà, donc, toujours au XVIIIe siècle, Friedrich Christian Lesser, La théologie des insectes, donc, ou la démonstration des perfections de Dieu dans tout ce qui concerne les insectes. Donc des maux que les insectes causent à l'homme. Nous avons parlé des ravages que les insectes font à la ville et à la campagne. Voyons maintenant quels sont les maux qu'ils font personnellement à l'homme. Les uns troublent son sommeil, les autres l'obligent même de passer des nuits entières sans dormir. En effet, que ne souffre-t-il point quelquefois des puces et des punaises ? Quelle peut être sa tranquillité lorsqu'il est assez malheureux pour être livré à la discrétion des animaux qui à tout prix veulent se repaître de son sang ? Est-il exempt de cette incommodité ? Les cousins lui font la guerre. Les cousins, c'était les moustiques à l'époque. Hein. Ce qu'on appelait les cousins, c'était les moustiques. Les cousins lui font la guerre. Leur sifflement l'importune, et soit qu'il veille ou qu'il dorme, il assure également que les ténèbres... Non, il essuie... oui, alors ça veut dire qu'il arrive également dans les ténèbres à donner des coups d'aiguillon qu'il prévoit et qu'il ne saurait éviter. Aux Indes orientales, bon, et ainsi de suite. Donc, évidemment, tous ces insectes sont déjà connus. Là, on est toujours au 18e. L'abbé Antoine-François Prévost, donc l'abbé Prévost, qui a écrit Manon Lescaut, en passant. Donc, qui écrit aussi le manuel lexique ou dictionnaire portatif des mots François, dont la signification n'est pas familière à tout le monde. Donc, punaise, insecte de fort mauvaise odeur et très incommode par ses morsures qui s'engendrent surtout dans les lieux revêtus de plâtre et dans les bois de lit. Un ancien conseil pour la fièvre carte d'avaler 7 punaises avant l'accès. Donc vous voyez, là aussi, on a toujours la... Voilà. Donc si vous en avez chez vous, gardez-en 7. Prochaine fièvre, je ne suis pas sûr que ça marche contre la Covid, mais si ça marche, j'aurai le prix Nobel en tout cas, c'est sûr. Donc voilà, il y a des punaises de terre et des punaises d'eau, et les unes et les autres. Bon.
Et donc, voilà. Et on peut même apprendre finalement en 1755, vous voyez un peu plus bas, c'est un petit trait d'humour, vous voyez, le punch, ça n'a pas été inventé, mot anglois qui se prononce punch et qui est le nom d'une liqueur assez agréable composée ordinairement d'un mélange d'arak ou d'eau de vie, d'eau, de jus de limon, c'est-à-dire de citron et de sucre. On fait du punch avec toutes sortes de liqueurs fortes. Comme la dernière fois, j'étais présenté comme un alcoologue. S'il y a des gens qui étaient venus, ça les fera rire. Comme ça, j'ai parlé un peu du punch, comme quoi... on peut faire une transition avec mon ancienne conférence. Bon, soyons sérieux. Jan Swammerdam, là on est au 18e, en fait c'est un auteur du 17e. Alors ce n'est pas une punaise qui est présentée. Est-ce que vous reconnaissez cet insecte ? C'est un pou, en effet. Alors j'ai mis... Swammerdam ne parle pas spécifiquement, en tout cas c'est pas illustré de punaise des lits, mais ce qui est important au XVIIe siècle, et qui va permettre en effet la connaissance de tous ces petits insectes. Les ectoparasites sont souvent des petits insectes, soit les poux, les puces, les tiques ne sont pas des insectes, mais et les punaises aussi. C'est l'invention du microscope. Avant, c'est difficile à observer. On connaît les insectes plus gros, mais c'est tous ces petits insectes. Voilà. Au XVIIe, on va commencer à inventer donc Anthony von Leeuwenhoek, Robert Hooke et d'autres donc vont inventer et perfectionner le microscope, et ça va permettre des observations très fines. Là, on est au XVIIe. Quand on regarde un pou à l'heure actuelle, c'est très bien dessiné. Bon, il y a peut-être des petites imperfections, mais enfin, déjà, c'est vraiment une observation réelle de ce qu'est l'insecte. C'est pas fantasmé, c'est pas on imagine que, c'est vraiment comme ça. Et donc, et au même titre, on va observer évidemment les punaises. On est toujours au XVIIIe siècle. Vous voyez ce que pouvait être le cabinet d'entomologie d'un noble, parce qu'évidemment, la plupart des gens qui étaient des scientifiques à l'époque avaient beaucoup de moyens. Ce n'était sûrement pas les paysans qui étudiaient ça. On a même un poutot, vous voyez, les poutis, c'est les petits anges. Donc là, on a un poutot qui étudie les insectes, avec un magnifique cabinet entomologique. Donc, Elementa Entomologica de Jacob Christian Scheffer. Donc, il décrit un petit peu les simex. Voilà, donc... avec différentes caractéristiques morphologiques. Et là, par contre, il ne représente pas les punaises des lits. Vous reconnaîtrez sans doute ce qu'on appelle les gendarmes, ou le Graphosoma, c'est des punaises noires et rouges assez communes qu'on peut, pour les observateurs et les amoureux de la nature, sur les ombellifères, on les voit assez facilement. Bon, lui ne représente pas ça, mais comme je vous ai dit, les simex, à cette époque, c'était un peu toutes les punaises. Donc, voilà. Donc Gaspard Guillard de Bourrieux, son cours d'histoire naturelle, 1770, on s'approche un petit peu de la fin du 18e. Donc le genre des punaises contient un grand nombre d'espèces. Monsieur Geoffroy en compte 77, parce qu'il y a beaucoup plus maintenant évidemment, auxquels on peut joindre la nattelore et la punaise à aviron. Et donc il parle des simex particulièrement. Donc ces espèces sont différentes par la figure, pour la grandeur et pour la couleur. On les trouve dans les champs, dans leur on continue. Voilà, c'est tout en bas. En fait, Linné fait mention de 40 espèces de punaises qui se trouvent en Suède et qui ont toutes des ailes, excepté la punaise des lits qui n'en a point, bien sûr, puisque c'est un insecte aptère. Donc, toujours Guillard de Bourrieux. Donc, oui, alors ça, c'est assez marrant. Donc, ce qui met les chartreux à l'abri des punaises, c'est qu'ils ne sortent point et qu'ils tiennent leurs cellules ainsi que leur habillement dans une très grande propreté. Cela est si vrai qu'il y a des chartreuses où les domestiques sont mangés des punaises tandis que les religieux n'en ont point. Bon, ça, je ne suis pas très sûr, mais bon. Voilà. Nous tenons ces éclaircissements d'un visiteur de l'ordre, homme incapable d'en imposer. J'imagine que ça veut dire incapable de mentir. Voilà, les punaises fuient la lumière et se tiennent cachées pendant le jour, mais dès que la lumière est éteinte et qu'elles ont senti qu'on est couché, elles se laissent tomber des rideaux et du ciel de lit. Elles sortent en foule de leurs différentes retraites, elles assiègent le pauvre homme qui veut dormir et le tourmentent comme un forçat, se jetant principalement au visage et aux parties du corps où la peau est plus tendre. Un des meilleurs moyens d'éloigner les punaises est de joindre à la recette des chartreux, c'est-à-dire à la propreté, et à une nourriture saine, l'appât que Mouffet indique dans son théâtre des insectes. C'est du marc de beurre que l'on fait bouillir et dont on enduit une assiette de bois. Elles y viennent en foule et après en avoir beaucoup mangé, elles meurent de réplétion. Ainsi, on peut se donner le plaisir malin de voir ces petites gourmandes accourir au poison qu'on leur a préparé. Il ne manquait pas d'humour à cette époque-là. Voilà. Jean-Christophe Valmont-Beaumard, qui écrit donc son Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, qui va être une sorte de best-seller au XVIIIe siècle dans ce genre d'ouvrage.
donc, qui contient l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, 1775. Et donc la punaise, on donne ce nom à un genre d'insecte qui a 3 articles au tarse, 4 ailes. Alors, en général, donc voilà, les cimex, je vous dis, représentaient un peu toutes les punaises. Et en général, ce genre d'insecte sent fort mauvais. Il y a un grand nombre d'espèces différentes. Et voilà. Et il n'y a que celle-ci qui n'a point d'aile, donc, et la petite espèce de punaise à environ. Enfin, voilà, il parle de la punaise des maisons, et il n'y a que celle-ci qui a point d'aile, c'est donc la punaise des lits, bien sûr. Et donc, ça, c'est toujours Valmont de Beaumard, donc, et qui dit « Il est étonnant de voir la quantité de recettes que les anciens et les modernes nous donnent pour empêcher que ces vilains insectes ne troublent notre repos. Huile, graisse, onguent, lotion, fumigation, talisman, amulettes, ex-voto, etc. Tout a été mis en usage, mais les plus spécifiques sont l'huile de vitriol versée sur le sel marin, la fumée de tabac, de soufre, de mercure, de cuir brûlé, de poivre et toute autre drogue forte. C'est la raison pourquoi l'on ne voit que peu ou point de cette vermine chez les droguistes, les apothicaires et surtout chez les corroyeurs. Les corroyeurs, c'est les gens qui travaillaient le cuir, hein, et donc qui, en effet, utilisant tous ces produits assez chimiques, peut-être se préservaient, je ne sais pas, de ces punaises. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ne pouvait pas manquer, bien sûr, de parler des punaises. 1700, c'est la 2e édition, donc à Genève en 1778. Genre d'insecte qui comprend un très grand nombre d'espèces différentes. Monsieur Linné donc fait mention de 43 espèces, on l'a déjà vu dans un autre texte. Et donc, il va parler de... Bon, je ne vais pas tout vous lire. Voilà. Ce que je voulais juste vous montrer quand même, c'est que... et bien sûr, c'est en 37 volumes, la 2e édition, mais quand même, sur les punaises, il y a quand même un grand paragraphe, vous voyez, on n'en dit pas 3 lignes. Ça prouve quand même que ça a une importance dans la société. Ce n'est pas juste 2 lignes comme ça, bon, les punaises, non, voilà. Il y en a quand même 3 lignes. On retrouve toujours le ponge, d'ailleurs, décidément, on devait bien aimer ça. Et donc, même chez Diderot et d'Alembert, on en parle. Voilà, donc on parle, dans l'encyclopédie, on en parle sur au moins une page complète. L'abbé François Rosier, donc le cours complet d'agriculture, 1789, comme quoi il n'y a pas que la Révolution à cette époque-là. Et donc, voilà, cimex en latin, on donne ce nom à un genre d'insecte qui a 3 articles au tarse, bon, voilà. En général, ce genre d'insecte sent très mauvais. Von Linné fait mention de 43 espèces, bon, tout ça on l'a déjà lu puisque c'est repris, bien sûr. La punaise domestique ou punaise des lits est la seule qui soit dépourvue d'ailes. Elle a une trompe avec laquelle elle suce le sang des personnes qui sont couchées. Ces insectes fuient le grand jour, craignent la lumière et se retirent dans les gerçures, les fentes des bois de lit, dans les plis des coins, des matelas, traversins, garde-pailles, dans les trous des murs faits en mortier ou en plâtre. Ils préfèrent ces derniers qu'ils abandonnent de préférence pour les séparations en bois. On dit mal à propos que le plâtre les engendre, parce que souvent on en trouve dans les appartements replâtrés de nouveau, et où depuis longtemps on n'en a pas couché. Avant d'avancer un tel fait comme positif, il faudrait s'être auparavant assuré, numéro 1, que les punaises n'y ont pas pénétré en venant de l'étage supérieur ou inférieur, ou à travers les cloisons et séparations des chambres voisines. 2, si les œufs n'ont pas éclos sous la légère couche de plâtre, bon, j'ai pas mis toute la suite, évidemment, on arrive à une époque où la génération spontanée est déjà, évidemment, complètement, enfin, normalement, n'est plus mis en exergue, mais bon, il y en a certains qui disent, ça sort du plâtre. Bon, donc évidemment, non, ça ne sort pas du plâtre, forcément. Ça, c'est un des premiers, sinon le premier livre d'entomologie médicale de France, Pierre-Joseph Amoreux, la notice des insectes de la France réputés venimeux, où il veut parler de tous ces insectes, donc nuisants, qui piquent, vulnérants, et ainsi de suite. Et donc la punaise domestique, Cimex lectularius, donc, fait un écart dans son genre, peut-être le plus nombreux d'espèces. Fabricius, donc déjà on a beaucoup plus d'espèces maintenant, parce que le temps passe. Voilà. Restant des premiers. Alors voilà, ce qui fait, comme elle n'a pas d'aile, ce qui fait que quelques auteurs la prennent pour une larve. Comme en effet les adultes ne sont pas ailés, on pourrait penser que c'est des larves, mais non, ce sont bien des adultes, mais qui n'ont pas d'aile. Voilà, Scopoli, on l'a dit, assure que dans la carniole, on en voit des laits, donc qui volent pendant la nuit, ce qui en fait n'est pas possible. Bon. On assure que ce vilain insecte devenu domestique était inconnu en Europe avant l'ère chrétienne, alors que vraisemblablement non. Et que ce n'est, à moins qu'elle soit venue d'Extrême-Orient ou du Moyen-Orient, en effet, à ce moment-là, et que ce n'est que vers l'an 1670 qu'on a commencé à s'en plaindre en Angleterre. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à cause de cette histoire de reconstruction de la ville. Il y a une grande apparence que les Français, et les Parisiens en particulier, s'en sont aperçus plus anciennement.
Après tout, l'époque n'y fait rien, mais il est surprenant qu'on ait laissé tant pulluler un insecte étranger qui est une des plus sales vermines dont l'homme, jaloux de son repos, puisse être affligé. Voilà, 1789 aussi. Étienne-Louis Geoffroy, donc l'histoire abrégée des insectes, là on est toute fin du 18e, 1799, donc pareil, toujours pas tout répété, donc il cite les différents auteurs, Mouffet, Mathiol et ainsi de suite, qui ont parlé de ces insectes. Et là aussi, donc, le seul nom de punaise prévient contre les insectes qui la portent. On ne regarde qu'avec une sorte de répugnance ces petits animaux et on ne peut concevoir comment un naturaliste peut s'en occuper. La raison de cette répugnance vient principalement de la mauvaise odeur que répandent ces insectes. On est frappé que des espèces qui sont les plus incommodes par leur puanteur, la punaise des lits, quelques punaises des bois, nous indisposent contre le genre nombreux des punaises dont le plus grand nombre ne pue point, et dont plusieurs méritent notre attention par leur singularité. Essayons donc de réconcilier les lecteurs avec ces insectes après que nous aurons détaillé le caractère de ce genre. Voilà. On arrive tout début 19e, Jean-Baptiste de Monnet, chevalier de Lamarck, donc le grand Lamarck qui publie son système des animaux sans vertèbres, donc les invertébrés, et qui parle évidemment lui aussi donc, des punaises, voilà. Et qui dit, voilà, la punaise des lits, cet insecte incommode et puant, n'a ni aile ni élytre par un avortement qui se perpétue et se propage dans un état qui ressemble à celui de larve. Néanmoins, sa classe et son genre sont déterminés par la considération de ses congénères. Encore un livre début 19e, François Martin Gros-Tête de Tigny, donc son histoire naturelle des insectes. Voilà, la punaise des lits qui est toujours aptère et très féconde. Cette espèce qui est un vrai fléau pour l'homme, qui interrompt son sommeil et se nourrit de son sang, dont elle est très avide, n'épargne pas ses semblables lorsqu'elle ne trouve pas d'autre nourriture. Linné croit que cette punaise, qui est si généralement répandue, n'est pas originaire de l'Europe, qu'elle y a été apportée de quelques contrées du Nouveau Monde. Un auteur anglais a remarqué qu'avant 1670, ces punaises étaient peu connues en Angleterre, mais actuellement, il n'y a pas un canton où elles n'abondent. Et comme elles n'abandonnent jamais les maisons, le froid qui se fait sentir, même dans les pays du Nord, ne les empêche pas de se multiplier, et il est très difficile de les détruire. Nous nous dispensons de faire la description de cette espèce qui n'est que trop connue. Voilà. Donc là aussi, on revient toujours à cette date de 1670. Vraisemblablement, elles étaient arrivées avant, mais bon. Les gens ont commencé à en parler, à s'en plaindre à peu près, en tout cas en Angleterre à cette époque-là. Bon, un dictionnaire d'histoire naturelle du début du 19e qui parle aussi des punaises, vous voyez, avec la punaise des lits, là encore, forcément, voilà. Donc là, c'est l'entomologie ou l'histoire naturelle des insectes enseignée en 15 leçons, donc de Rémy, Aucher et Loy, 1826. On voit la punaise des lits, là, qui est là, avec différentes autres punaises et punaises aquatiques. Voilà. Et donc, bien sûr, il en parle aussi dans le texte. Je ne sais plus où c'est, mais enfin bon, de toute façon, forcément, il n'y a pas un ouvrage d'histoire naturelle à l'époque qui ne parle pas de ces punaises des lits, qui sont connues de tout le monde. Les éléments de sciences naturelles de André-Marie Constant du Méril, voilà, pareil, dans la première sous-division se trouvent placées les punaises. Voilà, celles-là sont toutes carnassières, on les a nommées sanguisuges, c'est-à-dire qui sucent le sang, car elles sucent les humeurs des animaux. Leur bec paraît être aussi un prolongement arqué du front, telle est la punaise des lits qui fuit la lumière et qui se nourrit du sang des animaux endormis, en particulier de celui de l'homme et des hirondelles. Voilà, tels sont encore les réduves. Oui, je vous ai parlé, la plupart des punaises donc, sont phytophages, vont piquer les plantes et la sève. Et donc la famille des réduvidés, ce sont des punaises, mais elles carnivores, donc elles vont piquer les autres animaux. Ces insectes en fait ont une digestion extra-orale, c'est-à-dire comme ils n'ont pas vraiment de mâchoire, ils ne peuvent pas manger l'insecte, donc ils vont le piquer, injecter en fait leur salive qui va digérer l'intérieur de l'autre insecte et ils vont réabsorber tout ce digestat, quoi. Et donc en fait la digestion est extra-orale et en dehors de la bouche, mais ça ne les empêche pas d'être des carnassiers et assez efficaces. Le dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle, Félix-Édouard Guérin-Menneville, donc voilà, les genres de l'ordre des hémiptères, les punaises, bien sûr, tous ces auteurs au 19e vont évidemment reparler de cette punaise des lits. Pierre Boitard, le nouveau manuel complet d'entomologie, voilà,
les punaises, Simex. Voilà. Nous n'entrerons dans aucun détail sur ces insectes malheureusement trop connus. Nous nous bornerons à dire que le meilleur moyen d'en débarrasser les appartements est d'entretenir constamment une scrupuleuse propreté. Alors évidemment que ça joue, hein, bien sûr, mais ça ne fait pas tout. Voilà, donc sans elle, d'un roux, voilà, on prétend qu'elle était inconnue en Angleterre avant 1666 et qu'elle y fut apportée d'Amérique dans des cargaisons de bois. Vous voyez, tous les auteurs reparlent de cette introduction potentielle à Londres en 1666 au moment de la reconstruction de la ville. Donc les leçons de zoologie et de botanique par le docteur Salle, pareil, les punaises, bon, voilà, tout le monde connaît la forme plate et ovale du corps et la puanteur de la punaise des lits. Dans le grand nombre d'espèces qui existent, il y en a qui est bon après. Évidemment, il parle de toutes les punaises en général. Et donc, c'est ce qui fait que l'on a tant de peine à s'en débarrasser quand elles sont établies dans un appartement. Charles-Henri Dessalines d'Orbigny, un des grands naturalistes et qui va sortir avec beaucoup de collaborateurs, bien sûr, le Dictionnaire universel d'histoire naturelle, qui est un des plus beaux dictionnaires en termes d'iconographie, magnifique, avec la collaboration des plus grands et des plus éminents scientifiques de l'époque. Et donc, voilà, bien sûr, il va parler des punaises, des simex, voilà, je ne vais pas là aussi tout relire, le nom générique de punaise simex pour l'espèce des lits, l'espèce malheureusement trop commune dans les maisons de tout le centre de l'Europe. François Vincent Raspail, tout le monde connaît le boulevard Raspail, mais pas nécessairement qui était Raspail. Donc l'histoire naturelle de la santé et de la maladie chez les végétaux et chez les animaux, en général et en particulier chez l'homme. Donc il va écrire un livre justement sur toute cette histoire naturelle de la maladie. Et donc sur une des planches, on reconnaît bien la punaise des lits, qui est figurée ici, donc sur son traité, qui reste quelque chose de très intéressant pour l'époque. Au 19e, Arthur Mangin, nos ennemis et nos alliés, voilà. Du poux à la punaise, il n'y a pas loin. Au point de vue entomologique, ces deux parasites sont de la même famille. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont même pas du même ordre d'ailleurs. Mais enfin bon. Il faut dire tout de suite que la punaise, Simex lectularius, Linné, est beaucoup mieux placée peut-être dans cette famille que tout autre insecte. Elle ne possède en effet que 2 tronçons, 2 rudiments d'élytres. Alors non, pas vraiment d'ailleurs. Quelques auteurs qui lui assignent l'Inde pour patrie assurent que dans ce pays, elle acquiert les demi-élytres et des ailes membraneuses. Bon là... tout ça, et non, c'est pas correct. On prétend même que dans nos pays, il se trouve parfois des punaises ailées, ces punaises ailées. Donc non, les punaises des lits n'ont jamais d'ailes. Mais tout cela n'est pas bien prouvé. Bon. Voilà, bon. Donc elle est plus grosse, plus sanguinaire. Bon, enfin, il y a toute une part de fantasme. Donc là, on arrive à la fin du 19e, Jules Rothschild, donc, qui va faire des très beaux livres sur les insectes. Et donc on retrouve bien sûr la punaise des lits, 1878. Brehm et Jules Kunkel d'Hercules, donc les merveilles de la nature, donc sur les insectes. Et donc la punaise des lits, Simex lectularius. Voilà. Donc seule de son espèce, la terrible punaise des lits était désignée par les Grecs sous le nom de Coris, et que oui, en grec c'est comme ça, et par les Romains sous le nom de Simex. Simex c'est le nom latin et Coris c'est le nom grec. Cette espèce mal famée a conservé seule donc le nom générique que Linné avait attribué à un grand nombre d'espèces. Comme je vous l'ai dit, à l'époque toutes les punaises étaient des simex, et là on avance, et les scientifiques vont séparer les simex de toutes les autres punaises, de formes tout à fait différentes. Ces caractères particuliers consistent dans l'absence des ailes, de ses antennes sétiformes, bon, voilà. Et donc, il redit un petit peu tout ce que les auteurs précédents avaient dit. Et là, on arrive au XXe siècle, en 1949, donc Léon Bertin, La vie des animaux, chez Larousse, donc avec la punaise des lits, bien sûr, la face ventrale de la punaise des lits, et le dernier ouvrage le plus récent, enfin il y en a eu d'autres, hein, jusqu'à maintenant on parle de la punaise des lits, hein, donc 1961 avec des belles illustrations, donc les insectes d'Europe, avec bien sûr la punaise des lits en haut, et non c'est pas le dernier, celui-là est beaucoup plus récent encore, 1984, donc le voyage aux arthropodes, collection d'entomologie médicale, et donc là avec une très belle reproduction donc de l'adulte de la punaise des lits. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur le rôle pathogène potentiel. Donc, c'est vrai qu'en laboratoire, potentiellement, comme ce sont des hématophages, ils ont la possibilité quand même de transmettre certaines bactéries, notamment avec le parasite qui s'appelle Trypanosoma cruzi, qui donne la maladie de Chagas. En général, c'est en Amérique du Sud, et donc qui est transmis normalement par des punaises du genre Triatome. Hein.
et puis des transmissions de différentes bactéries, notamment par Cimex hemipterus, qui est donc une espèce proche de Cimex lectularius, hein, qui est la punaise des lits tropicale. Elle peut aussi transmettre donc la fièvre des tranchées, qui s'appelle Bartonellose, Bartonella quintana, et donc qui peut aussi être transmis. Bon. Mais comme je l'ai mis en rouge, en conditions normales, le rôle potentiellement vecteur des punaises des lits, il est très faible en zone tempérée, voire nul. Donc vous avez quasiment aucune chance d'attraper une maladie ici avec la punaise des lits, même si potentiellement elle peut quand même transmettre certaines bactéries. Donc vous avez vu des photos déjà dans le petit reportage qui a été montré préalablement. Et donc ça fait souvent de nombreuses piqûres déjà. Ça fait des piqûres un peu en ligne parce qu'elles piquent comme ça en ligne. Et puis évidemment, comme vous le savez sans doute par votre expérience, il y a des gens qui supportent plus ou moins bien les piqûres, que ce soit de moustiques ou de toute autre chose. Il y a des gens qui vont beaucoup réagir, qui vont même faire des fois des réactions allergiques importantes, et d'autres qui ne feront pas beaucoup de réactions. Mais pour certaines personnes, ça peut être vraiment un prurite intense, insupportable, et donc évidemment avec des lésions à force de se gratter, donc qui peuvent s'infecter. Donc ça peut être vraiment un gros problème de nuisance. Voilà, là on voit très bien, vous voyez ces lésions qui ont commencé à s'infecter, hein. On voit bien que là manifestement la personne s'est grattée et donc ça finit par s'infecter, voire se surinfecter, donc potentiellement ça peut être dangereux. Évidemment l'irritation donc peut être importante et aussi la spoliation sanguine, notamment si par exemple l'infestation est extrême, si vous avez une personne parasitée qui est grabataire ou bon, je ne vais pas vous redire tout en théorie, enfin, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas dans certains EHPAD d'ailleurs, mais quand on voit comme malheureusement certaines personnes âgées sont traitées dans les EHPAD, on pourrait se dire que si personne ne s'occupe d'eux, ils peuvent se faire piquer. Bon, en général, ça se voit, mais enfin bon. En tout cas, si une personne est abandonnée à elle-même, en effet, elle peut subir des piqûres très importantes. Donc, que faire? Déjà, la détection, la première des choses. Donc si vous avez des piqûres, si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, parce que bon, c'est vrai que ça ressemble à une piqûre, bon, souvent c'est en ligne, mais ce n'est pas toujours évident. Et si vous avez une suspicion d'infestation, donc déjà, vous pouvez faire une détection visuelle vous-même. Vous allez examiner vos draps, vos matelas, les sommiers, les anfractuosités. Généralement, si elles vous piquent, si vous avez bougé, il y a des traces de sang sur les draps un petit peu, donc ça peut se voir. Et puis vous retournez en effet sous les matelas, les coutures du matelas et ainsi de suite. Bon, c'est petit, mais c'est pas non plus si minuscule que ça ne puisse pas se voir, quitte à prendre une loupe. Hein. C'est pas non plus de l'ordre du dixième de millimètre. Hein. Donc il y a possibilité de faire venir aussi des entreprises spécialisées avec des chiens renifleurs. Donc vous savez que l'odorat du chien est très développé, qu'on a réussi donc comme pour d'autres choses, la drogue ou bien d'autres choses d'ailleurs, paraît qu'il m'arrive même à sentir des cancers. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'on arrive à faire détecter aux chiens. Et donc, ils arrivent à détecter les lieux où il y a eu des punaises. Donc, on en reparlera sans doute, puisque évidemment, des chiens sont venus ici à l'Alcazar quand il y a eu cette infestation. Et donc, déjà, ça vous permet dans votre appartement de savoir où il y en a, hein, plutôt que tout jeter ou paniquer. Et puis voilà, bon, déjà. Bon, généralement, c'est dans les chambres et sur les canapés, c'est-à-dire les insectes, ils vous piquent. Donc, ils ne vont pas aller se mettre dans un endroit où vous passez une fois comme ça. Voilà, ils vont se mettre là où vous êtes souvent et ils vont pouvoir venir vous piquer régulièrement. Donc, c'est de la logique. Donc, il y a même des détections qui sont parfois pratiquées, puisqu'on l'a dit, c'est souvent à l'occasion de voyages que les punaises sont transportées. Donc, à Francfort, ils font des détections avec les chiens et donc ils arrivent à trouver 95% des bagages infectés. Donc c'est quand même très efficace. Hein. Donc ce qui permet, dans ce cas-là, à ce moment-là, on le traite et on évite d'importer, voilà, même si de toute façon ces insectes sont déjà présents dans tous nos pays européens. Donc, comme je l'ai dit, évidemment, au niveau domestique, elles se tiennent près des lieux régulièrement fréquentés par leurs hôtes, hein, puisqu'elles ont besoin de piquer régulièrement, et après elles retournent se cacher. Donc, elles vont être principalement dans les lits, dans les canapés. Voilà. Donc là, on voit très bien sur cette photo une femelle, on voit des œufs, et on voit des jeunes larves. Là, vous voyez, il y a les 3 stades, hein, qui sont là. Donc là, on est vraisemblablement sous un bois de lit. Hein. La femelle a pondu, les jeunes larves ont éclos et elles vont venir vous piquer au même titre que la femelle. Bon. Donc on les trouve principalement donc, dans les chambres à coucher, sur les canapés, je l'ai dit. Hein. Là, on voit bien, vous voyez, ça c'est vraisemblablement un élément de sommier donc, qui est déjà bien infesté.
Bon, vous voyez, si vous attendez trop, bon, là, manifestement, enfin, des fois, quand on voit ces taux d'infestation, on se dit, c'est pas possible, les gens, ou ils sentent rien, ou, enfin bon, moi, j'attendrai pas d'avoir des piqûres comme ça pour m'inquiéter. Donc là, on voit que c'est vraiment des infestations massives. Donc voilà. Donc, en examinant, on arrive à les voir. Hein. Elles sont souvent cachées comme ça dans les coutures, en retournant le lit. De toute façon, quand on se fait piquer assez rapidement, on s'en rend compte. Alors, en termes de lutte, il va y avoir plusieurs méthodes. Donc, il va y avoir des luttes physiques et des luttes chimiques. Donc, une des luttes physiques, ça va être la lutte par la chaleur, une lutte thermique. Donc, la première des choses dans une chambre, déjà, c'est de ne pas trop encombrer la pièce avec des objets, et donc qui sont autant de cachettes possibles potentielles pour la ponte. Bon. L'investissement dans un appareil qui fait de la vapeur n'est pas inutile parfois, parce que ça coûte un certain prix, mais bon, s'il faut que vous jetiez tout, au final, ce n'est pas un mauvais investissement. Donc en fait, évidemment, il faut aspirer au maximum, bien nettoyer, et puis essayer de passer à la vapeur tous ces endroits cachés où des femelles ont pu pondre. Voilà. Et donc, évidemment, éviter d'introduire, que ce soit des meubles ou des vêtements d'occasion, ou en tout cas éviter d'abrutir les punaises en traitant, donc que ce soit les meubles, si vous achetez un meuble d'occasion, ben vous le traitez à la vapeur dans tous ces coins. En théorie, ça devrait aller. La vapeur, c'est suffisamment chaud pour tuer toutes les formes, évidemment, de l'œuf jusqu'aux adultes. Les vêtements, si vous êtes infecté ou si c'est des vêtements d'occasion, on l'a dit, donc au moins à 60 degrés, parce qu'à 60 degrés, ça ne résiste pas. Et puis, éventuellement aussi au sèche-linge, à la température la plus chaude pendant au moins 30 minutes. Voilà. Normalement, cela élimine les adultes et les œufs. Bon. Après, la lutte thermique, donc là, c'est la grosse cavalerie. Là, on est donc avec des tentes thermiques. Donc, est-ce que vous reconnaissez cet endroit ? C'est l'Alcazar. Hein. Donc, pendant ces photos ont été prises donc pendant le traitement. Alors, je ne sais pas si vraiment tous les livres sont passés. M. Rizzi confirmera, mais en tout cas énormément. Ça a été un travail colossal. Vous vous rendez compte le nombre de livres, enfin de documents en général qu'il y a à l'Alcazar, c'est un truc de fou. Donc, en fait, ça passait par chariot entier. Donc, on fait monter la température à plus de 60, 65 à peu près. Et donc, pendant un certain nombre de temps, et là, ça détruit toutes les formes. Évidemment, il était hors de question d'utiliser une lutte chimique sur des livres qui allaient être empruntés. Donc, ça, ce n'était pas possible. Donc, il fallait vraiment utiliser une lutte comme ça, thermique. Le coût a été sans doute très élevé, mais pas tellement le choix. Et il y a certains professionnels aussi qui utilisent donc cette chaleur à plus de 60 degrés dans l'ensemble du logement, ce qui évite de traiter tout ou de mettre les meubles. Bon, voilà. Malheureusement, en France, c'est peu utilisé, ça reste très onéreux, ça se fait aux États-Unis, mais en France, ça coûte très cher, bon, à moins que vous ayez vraiment des très beaux appartements avec des très beaux objets, vous n'avez pas le choix et les moyens. Alors évidemment, il y a le chaud, il y a aussi le froid, hein, en termes de lutte thermique. Donc si par exemple vous avez du linge trop fragile, parce que tout ne passe pas à 60 degrés évidemment, hein, ou d'autres bibelots, ou pas de sèche-linge, bon, vous pouvez mettre au congélateur. Il faut quand même que ça descende au moins à moins 22, il faut des congélateurs quand même qui font du froid, hein, et au moins 48 heures, quoi, hein, voire 2-3 jours, quoi, voilà. Donc, ça peut être bien pour des vêtements, mais aussi des livres, des bibelots. Bon, personnellement, je déparasite souvent les choses au congélateur. Ça marche très bien et ça évite. Voilà. Alors, une lutte mécanique, évidemment, quand on s'est rendu compte et qu'on doit traiter, ça peut être bon d'entourer son matelas et son sommier d'une housse anti-punaise de lit. Ça existe. Évidemment, si on suspecte les draps ou des choses, on les met dans des sacs poubelles bien fermés, en attendant leur lavage et leur congélation, pour que si les punaises sont dedans, elles ne puissent pas ressortir. Hein. Et évidemment, une fois que le linge, les draps ou les vêtements ont été désinfectés, il faut les remettre dans des sacs poubelles étanches pour pas que les punaises reviennent, évidemment. Sinon, vous perdez tout le bénéfice du nettoyage. Et donc, avant de mettre les draps, passer le nettoyeur vapeur et bien aspirer le matelas, le sommier et toutes les fissures et les anfractuosités susceptibles d'héberger donc des adultes, des larves et des œufs. Le problème étant bien souvent les œufs, parce qu'ils sont pondus vraiment dans des parties très difficilement accessibles et ils résistent souvent mieux. En tout cas, s'il n'y a pas le jet de vapeur directement sur eux,
ça risque de ne pas les tuer, quoi. Bon. Donc c'est un peu le problème. Alors évidemment, si vraiment il n'y a pas moyen, on peut envisager de se débarrasser des matelas ou du mobilier infesté, s'il n'y a pas de possibilité de le décontaminer entièrement. Faire venir une tente chez vous, outre le coût très cher, bon, c'est très compliqué, hein. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui finissent par jeter leurs meubles, hein. Par contre, ne jamais donner ou revendre les objets infectés, évidemment, c'est du bon sens, mais enfin bon, voilà. Petite anecdote, il y a des gens quand même bien qui avaient mis aux encombrants un canapé, qui ont mis ne le prenez pas, punaise des lits. Bon, c'est quand même sympa, ça évite que des gens disent tiens, il est bien ce canapé, pourquoi ils l'ont jeté? On l'embarque chez soi et puis bon, du coup, on amène toutes les punaises avec, évidemment. Donc, c'est pas très sympa. Donc, le but, c'est de ne pas infecter d'autres personnes et le mieux, en effet, c'est essayer d'amener en déchetterie et de s'assurer que ça ne soit pas récupérable en le démembrant, quoi, si vraiment on ne peut rien en faire, éviter que ça se propage. Alors, une autre lutte mécanique, c'est la terre de diatomée. Alors, la terre de diatomée, en fait, c'est une espèce, on va le voir sur la diapo suivante, de poudre blanche, qui peut être répandue, en effet, aux endroits stratégiques ou de passage. En fait, cette terre de diatomée, vous voyez, s'appelle aussi diatomite, c'est une roche siliceuse constituée presque essentiellement de squelettes de diatomée. Donc, ce sont des algues unicellulaires ayant un test, c'est-à-dire une sorte de squelette, si on veut, donc composé de silice, dont l'accumulation au cours du temps va former une roche. Voilà. En fait, cette poudre blanche, elle est très abrasive pour la cuticule des punaises, enfin des insectes en général. Elle va les faire mourir par blessure, c'est-à-dire que c'est un peu comme notre peau, c'est comme si on nous lardait de coups, et donc on va saigner, et là c'est un peu ça, quoi. Donc ça va déchirer ou couper leur cuticule, et donc ils vont se sécher, parce que voilà, ils vont être blessés un peu partout en marchant dans cette terre de diatomée. Alors ça, c'est un plus, hein. Évidemment, c'est pas avec ça que vous débarrasserez de vos punaises des lits, mais c'est toujours un plus pour éviter qu'elles aillent d'une pièce à l'autre, ou ainsi de suite. Mais ça coûte pas très cher pour le coup, et donc c'est un complément. Si vous êtes sûr d'avoir désinfecté votre matelas, une des choses qu'on peut, enfin votre matelas, votre sommier, les draps et tout, hein, bien sûr, pour éviter que ça revienne, vous pouvez toujours aussi mettre les pieds dans une petite coupelle d'eau. Les punaises ne vont pas passer dans l'eau. Alors à un moment, on a lu dans les textes anciens qu'elles se suspendaient au ciel des lits, qu'elles tombaient. Vous savez qu'à l'époque, on ne chauffait pas les chambres, donc les gens avaient des lits à moitié fermés avec des rideaux, et donc les punaises, si elles ne pouvaient pas monter par le bas, elles étaient malines. Bon, généralement, je pense qu'ils ne mettaient pas les pieds dans l'eau, mais enfin bon, en tout cas, elles pouvaient se laisser tomber. Bon, elles pourraient se laisser tomber du plafond. Bon, c'est quand même un peu plus rare. En tout cas, c'est déjà un bon moyen en attendant d'éviter une réinfestation si vous avez peur qu'il y en ait dans votre chambre. La lutte chimique, j'en ai dit quelques mots au début. Eh bien, évidemment, il y a fut un temps, enfin même maintenant d'ailleurs, où on a utilisé des traitements insecticides. Donc, l'apparition d'insecticides puissants, mais non sélectifs et très rémanents, je vous l'ai dit, comme le DDT dans les années 40, avait presque fait disparaître ce problème domestique. Sauf que, vous voyez bien sur la photo, qui n'est pas du tout une photo posée, hein, à l'époque, le gamin il est sur le lit, et le gars, il fume, il n'a pas de masque, et puis vas-y, je te balance du DDT. Ça choquait personne. On voit les soldats, on leur mettait du DDT contre les poux, on leur mettait ça dans le truc, et vas-y, je pompe un petit coup, et puis c'était parti. Les gens ne se rendaient pas compte de la toxicité de ces insecticides. Là, un enfant comme ça, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui disent d'ailleurs que tous les cas d'Alzheimer qui se développent maintenant, enfin des scientifiques, ça pourrait venir de toutes ces contaminations à cette époque-là, des gens qui étaient jeunes dans ces années-là où on utilisait sans faire attention ces insecticides dangereux et qui, avec le temps, pourraient avoir des incidences neurologiques comme ça. Bon. Il s'avère que donc on a fini par cesser d'utiliser ces insecticides qui étaient donc peu sélectifs, très dangereux, très rémanents. Et évidemment, plus l'apparition des insectes, enfin plus l'apparition de résistance des insectes à certaines molécules, et les voyages vont faire que donc on va observer cette recrudescence de ces insectes, hein, dans nos villes à l'heure actuelle, enfin, et dans nos pays en général. Donc, bien sûr, il y a toujours des possibilités de lutte chimique, hein, même maintenant. Évidemment, l'arsenal est plus réduit qu'avant, puisqu'on ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi, donc il y a moins de produits potentiellement. Et puis, généralement, bon, là on voit bien, ça n'a plus rien à voir, hein, les gens traitent, ils ont un masque, enfin bon, et forcément des équipements individuels de protection qui n'ont plus rien à voir avec l'amateurisme de l'époque.
Quoi qu'il en soit, si jamais vous deviez faire des traitements, je vous conseille de les faire par des professionnels qui savent exactement quoi faire, respecter les doses, les risques éventuels. Il ne s'agit pas de balancer n'importe quoi sur votre lit, vous prenez des risques. Donc voilà. Bon. Et dans l'absolu, si on peut faire des traitements par la chaleur ou le froid, c'est mieux. Ça évite évidemment les produits chimiques, c'est toujours mieux. Donc en termes de lutte, je vais quand même vous donner quelques pistes. S'il y a des gens qui ont été confrontés, ou si vous le... Je ne vous le souhaite pas, mais si vous risquez de l'être dans les mois ou les années à venir. Donc, on peut faire appel à des entreprises spécialisées. Il y en a, bien sûr. Et retenez bien ce site. Donc, c'est le site de l'Institut national d'études de la lutte contre la punaise des lits, l'INELP. Même si vous tapez INELP sur Internet, vous tombez dessus. Il y a énormément d'informations, de renseignements. Donc là, vous trouverez beaucoup de choses. Donc voilà. Bien sûr, il y a la Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation, dératisation, ce qu'on appelle le 3D. Donc évidemment, ce sont souvent ces entreprises-là qui sont spécialisées dans les traitements, donc pas spécialement contre les punaises, contre toutes sortes de parasites. Il faut savoir que quand même, plusieurs passages, souvent les traitements sont souvent nécessaires, parce que comme je vous l'ai dit, souvent les œufs survivent. Donc vous traitez les adultes, les larves, vous dites « Ah, c'est bon, j'en ai plus », on souffle un peu. Quelques temps après, les œufs éclosent, et puis là, hop, c'est reparti. Ils peuvent dire, ah ben non, c'est pas fini, et c'est reparti. Donc c'est vrai que souvent, c'est un combat de longue haleine, c'est très compliqué. Dans un appartement, il y a potentiellement plein de cachettes, faut pas se le cacher, le dire. Donc je veux dire, c'est pas toujours que dans le lit, elles peuvent aller pondre dans les pleins, au bas des plaintes, et ainsi de suite. Bon. Donc il faut maintenir une surveillance régulière, et puis, et donc, dès que vous voyez un nouveau départ, là, il faut taper fort pour éviter que de nouveau, vous en ayez partout. Ça, c'est sûr que c'est le risque. Donc, il y a eu même une mission parlementaire qui a été mise en place par le gouvernement. Donc là aussi, vous pouvez, il y a un site internet, stop-punaise.gouv.fr, où vous aurez plein de renseignements, avec un numéro qui est dédié, qui est mis en place. Et donc, pour finir, je voudrais remercier Jean-Michel Béranger, qui est donc un collègue entomologiste médical, qui a un laboratoire donc, de diagnostic insectes, le LDI, à Bouc-Bel-Air. Là aussi, si vous tapez, il a fait ça, c'est très bien. C'est un des spécialistes, dans l'absolu, ça aurait été plutôt lui qui aurait dû venir faire la conférence, parce que c'est vraiment le grand connaisseur de ce problème ici dans la région. Et donc, sur son site et dans son labo, il peut là aussi vous apporter plein de solutions et même éventuellement vous orienter vers des professionnels pour traiter. Donc, diagnostic-insect.com. Voilà, et le site de l'INELP, comme je l'ai dit. Voilà. Merci de votre attention et j'espère que ça vous aura intéressé. C'est l'histoire de ces petites bêtes. Voilà. Merci Monsieur Meunier, pour cette conférence. Alors, on va prendre quelques questions. Par contre, je ne peux pas vous passer le micro suite au Covid, toujours. Et je vais vous demander de monter un peu le ton, s'il vous plaît. Alors, la première question, c'est que d'abord, il y a beaucoup d'insectes qui peuvent piquer potentiellement. Donc, des punaises des bois où il y a beaucoup d'insectes qui vivent dans la nature, tout simplement, pas spécialement dans les bois. A priori, ça n'a rien à voir avec la punaise des lits. Donc,
En plus, les gens disent c'est la punaise des bois. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, parce qu'il y a tellement de punaises dans la nature que, bon, je ne sais pas combien d'espèces en France. On peut se faire piquer par plein de choses. Par exemple, les aoutas ou des choses comme ça qui ne sont pas des punaises. Donc, je veux dire, il y a tellement de possibilités. Il y a quand même beaucoup d'insectes qui piquent. Voilà. Donc non, a priori, les punaises des lits sont justement des ectoparasites qui sont liés à l'homme et donc qui vivent pas dans les bois. Alors après, il y en a qui piquent des oiseaux, par exemple. Donc vous pourriez, je sais pas, peut-être comment dire, dans les colombiers ou des choses comme ça, ou en effet, pour certains oiseaux, vous infectez en manipulant parce qu'il y a des espèces qui piquent ces oiseaux. Vous savez qu'on dit souvent que c'est un zoo ambulant, les pigeons, c'est vrai qu'ils sont couverts de parasites. Hein. C'est le problème aussi de ces oiseaux, c'est pas seulement le fait qu'il y en ait beaucoup, c'est qu'ils sont souvent très parasités. Et donc, voilà. Et, par contre, non, les punaises des bois... D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il y a tellement d'espèces de punaises, mais a priori, les punaises des lits, elles n'ont pas besoin d'aller dans les bois, elles sont chez les gens, dans leur domicile. La deuxième question, c'était... Ah oui, c'est ça, d'un supermarché. Là, j'allais dire, ça peut venir de beaucoup d'endroits. Le problème, ça ne vient pas des aliments ou des légumes ou quoi que ce soit. Encore une fois, ce sont des suceurs de sang stricts, donc ils ont besoin d'êtres humains. Alors, il y a potentiellement dans une salle de repos d'un supermarché, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas impossible qu'il y ait des employés qui en aient amené avec leur petit sac et puis bon, qui se sont mis dans le canapé. Puis comme les gens viennent boire le café régulièrement, bon. Il faut quand même savoir que c'est normalement des insectes nocturnes, mais là aussi, ce n'est pas une donnée absolue. Hein, ça peut des fois sortir la journée. Si elles n'ont rien à bouffer, les gens viennent s'asseoir que la journée, ils viendront manger. Hein. On ne va pas attendre la nuit, il n'y a plus personne. Bon, non, c'est pas ça. Donc non, a priori, ce n'est pas spécialement le supermarché, mais les sources d'infection peuvent être multiples. Hein, je veux dire, voilà. Et la troisième question, c'est intéressant, votre question. Non, ce n'est pas nécessairement lié à l'urine, et surtout, ce n'est pas nécessairement lié à l'insalubrité. Je vous l'ai dit, j'ai 2 collègues chercheurs. Bon, je ne connais pas leur intérieur, j'ose espérer que c'est quand même à peu près bien tenu. On peut être infesté, ça n'a rien à voir avec votre état d'insalubrité. Une fois que vous les avez ramenés, elles ne vivent pas dans la saleté, elles vivent sur vous. Donc forcément que, par exemple, vous voyez les poux chez les enfants, ça peut toucher des enfants même de classe aisée. Après, une fois qu'on a été infecté, c'est compliqué, les poux, en tout cas les poux de tête, parce qu'ils restent sur vous, contrairement aux poux de corps qui, eux, remontent sur les vêtements. Et pour le coup, en effet, une fois que vous nettoyez vos vêtements, là, ils ne restent pas sur vous. J'en élevais donc quand j'étais à la Timone, donc à la fac de médecine, ça m'est arrivé de me faire infecter parce que des fois on les manipule, c'est des petites choses, mais une fois qu'on lave ses vêtements, comme ils ne restent pas sur le corps, ça part. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, les punaises, il n'y a pas besoin d'avoir un intérieur insalubre, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un intérieur très bien tenu, ramener des punaises, et une fois que vous êtes, elles vont vous piquer. Donc non, ça n'a pas de rapport avec la saleté, encore moins avec l'urine. Non, un rapport avec les gens qui vivent là, ça c'est sûr. S'il n'y a plus personne, elles ne piquent plus rien, elles meurent, mais ce n'est pas le cas. Oui. Alors oui, je vais d'abord répondre à la deuxième partie. En effet, la plupart des insectes hématophages, en fait, ils ont besoin d'un stimuli en fait pour piquer. Alors je vais vous raconter encore une petite anecdote quand j'étais donc dans cet insectarium où j'ai relancé l'élevage des puces parce que les gens qui étaient avant moi, ils n'y arrivaient pas. Et en fait, un insecte quel qu'il soit, il faut qu'il y ait une différence entre la température ambiante et la température de votre corps. En général, on est à 37 degrés, même si dans une pièce à 25 degrés, l'insecte, un des stimuli, c'est la chaleur. Donc là, il sait qu'il faut piquer parce qu'il sent la différence de température. Bon. Et là, il fallait en effet 10 degrés d'écart. Et en fait, les puces, on les nourrissait sur membrane avec du sang humain. Et donc, en fait, la température était trop...
était la même partout. Donc en fait, les puces, elles ne sentaient pas le stimuli. Pour elles ne savaient pas où il fallait piquer. Elles ne voient pas la membrane avec du sang derrière. Si le sang est à la même température que là où elles sont, pour elles, il n'y a rien, quoi. Voilà. Donc, pour revenir à ce que vous dites, une coupelle de sang, d'abord le sang il va refroidir rapidement. Donc voilà, donc elles ne vont pas venir laper du sang, non, c'est pas ça. Hein. Tous les insectes vecteurs, il y a plusieurs stimuli, notamment les moustiques par exemple, c'est le CO2 que vous émettez, entre autres, la chaleur bien sûr, d'autres odeurs corporelles, hein. C'est pour ça qu'il y a, souvent les gens me demandent, mais est-ce qu'il n'y a pas des différences? Moi je prends toutes les piqûres de moustiques et puis d'autres prennent rien. Bon, en général, c'est jamais tout ou rien, mais c'est vrai qu'on a des cocktails de molécules. C'est pas nécessairement qu'on se lave mal les pieds ou quoi, hein, mais c'est vrai qu'on n'aimait pas les mêmes choses et il y a des gens qui vont plus attirer certains insectes hématophages que d'autres. Bon, ça c'est une réalité, mais voilà, c'est pas tout sur quelqu'un et rien sur les autres. Mais bon, donc non, elle pique à travers la peau parce qu'il y a une différence de température et donc ça vient pas laper du sang. Bon, et la première question, c'est une bonne question. Potentiellement, dans des zones sauvages, quand elle piquait des chauves-souris ou voire des oiseaux, forcément qu'elle devait avoir en effet des prédateurs, ou des parasites d'ailleurs, pour les réguler, puisque c'est tout l'écosystème Terre, depuis que l'évolution s'est fait, est un écosystème dynamique avec des interrelations, et donc des prédateurs, des prédatés, des parasites et des parasités, pour réguler les populations. C'est bien le problème, c'est que l'homme a tout déréglé, et que du coup il y a des espèces qui se développent exponentiellement parce qu'ils n'ont plus de prédateurs ou de parasites. Dans le cas de la punaise des lits dans votre intérieur, a priori, non. Elle n'a pas de prédateur. Ou alors c'est que vraiment il y a un écosystème chez vous qui est formidable, ça serait bien, mais je ne pense pas. Donc là, c'est pour ça qu'elles peuvent se multiplier sans problème, c'est qu'elles n'ont pas de prédateurs. C'est vrai que je n'ai pas étudié le côté parasitaire, c'est pas impossible que ces punaises aient aussi des parasites qui les tuent, je pense pas, je ne connais pas, mais c'est vrai que je n'ai pas creusé la question. Mais en tout cas, à l'intérieur de votre domicile, non. Je veux dire, elles ont tout loisir, si elles peuvent vous piquer régulièrement, la seule limite, ça va être le nombre de piqûres et le sang qu'elles vont pouvoir prendre à chaque fois. Et généralement, c'est pour ça que vous avez vu des fois des lits, si les gens ne réagissent pas, comme ça peut devenir une infestation grave. Hein, oui. Moi, j'ai encore un petit souvenir quand j'étais donc à la Timone. On cherchait des poux, parce qu'on avait besoin de récupérer des poux. Et on était allé, c'était après la Joliette, il y a un centre qui recueille des SDF, je ne me souviens plus très bien. Et donc on cherchait des poux et on voit un monsieur. Alors on y va gentiment, on lui dit voilà qui on est, ce qu'on cherche, et on cherche des poux. Il dit ah mais j'en ai pas moi des poux. Je dis ah bon. Et bon, à force, on lui a dit qu'on lui donnerait des nouveaux vêtements, bon tout ça. Et c'était impressionnant. D'abord on était, peut-être pas le plein été, mais bon il avait un t-shirt, une chemise, un pull, la polaire, peut-être un autre pull, la doudoune là-dessus. Il avait au moins 7 couches, alors que déjà on crevait de chaud. Bon. Et il en avait sur toutes les couches, des punaises, des poux. On lui a enlevé son pantalon, mais moi je ne sais même pas comment on peut vivre avec, je ne sais pas combien il en transportait, des centaines, des milliers. Quoi. C'était... Alors bon, bien sûr, ils boivent beaucoup, alors sans doute que ça passe comme ça, je ne sais pas, mais enfin bon, c'était impressionnant. Bon. Donc pour dire qu'il y a des gens qui arrivent à supporter des taux de piqûres, et là, en effet, si vous ne faites rien, il était couvert de peau, mais couvert littéralement, quoi. C'était terrible. Donc on était avec des gants et des sacs poubelles, parce que avec une peur, surtout que le pou peut transmettre des maladies en plus. Oui. D'autres questions ? Alors, je ne vous souhaite pas d'en attraper. Hein. Alors, répulsif, non. En fait, on utilisait certaines plantes parce que, un petit peu comme la terre de diatomée, on mettait par exemple des vieilles recettes, c'était de mettre par exemple des feuilles de haricots. En fait, ils ont des petits poils dessous, un peu comme les orties, vous voyez. Et donc, en fait, les insectes vont se blesser. Donc, les gens répandaient autour de leur lit à la campagne, comme ça, des fans de haricots fraîches, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus. Parce qu'en effet, c'est pareil, tous ces petits poils blessaient les insectes. Alors, ça limitait, hein, ça faisait pas... Voilà. C'est pas vraiment une plante répulsive. Il y avait vraiment une action mécanique sur l'insecte qui le blessait. Et voilà. Donc, non, des plantes... peut-être il y en a, j'en sais rien, oui.
Alors, d'accord. C'est pas du tout. Alors, c'est connu le NEM hein, pour d'autres propriétés insecticides. Oui. Pourquoi pas? Encore une fois, l'écosystème Terre est fabuleux quand on est très loin de connaître toutes les vertus des plantes et de tout ce que ça pourrait nous apporter en termes de molécules. C'est bien pour ça que la préservation de la biodiversité, c'est aussi la préservation de cette biodiversité génétique qui peut nous servir, et qu'une espèce qui a disparu, elle a définitivement disparu. Bon, les espèces d'insectes ont subi, là je fais un petit aparté, en tant qu'entomologiste, ont subi une baisse extraordinaire. On a parlé donc du DDT après-guerre, c'était bien gentil, on a traité plein de choses, sauf qu'on a fait disparaître la majorité des insectes. Moi, quand j'étais adolescent, que j'ai commencé, je faisais des sorties, on en voyait encore pas mal des insectes. J'ai eu l'occasion de discuter, je vais rendre un hommage à Philippe Bruno Demiré, qui était un grand naturaliste, entomologiste, qui est mort à 100 ans, il n'y a pas très longtemps. Juste après-guerre, quand eux faisaient des sorties, mais dans les années 45, 50, des insectes, il y en avait plein. C'était, voilà. Et puis quand vous allez maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Il y a eu des études faites en Allemagne il y a quelques années qui ont montré, pourtant dans des réserves naturelles, que les 75% de la biomasse des insectes avaient disparu. Alors ça ne veut pas dire que 75% des espèces ont disparu, hein, attention. Hein. Mais c'est-à-dire quand on en trouvait, je ne sais pas, 100, on n'en trouve plus que 25. Et on le voit bien. Et vous allez me dire tous, les gens qui ont un certain âge, ah ben oui, avant on allait en vacances sur le pare-brise. Pendant l'été, là, il fallait nettoyer le pare-brise tous les 100 km. Vous pouvez traverser la France maintenant. Si vous nettoyez votre pare-brise une fois, c'est bien le diable. Et donc ça, c'est empirique. Mais beaucoup de gens qui ont un certain âge ont vu ça par ce biais du pare-brise où maintenant il n'y a plus d'insectes. Et c'est une catastrophe parce que les insectes, ils assurent des rôles fonctionnels dans l'écosystème, la pollinisation bien sûr, le recyclage de la matière organique, des prédateurs ou des parasites, donc la régulation des populations d'insectes ou d'autres choses d'ailleurs. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire pour les oiseaux, les batraciens et plein d'autres choses. Donc le fait d'en enlever les 3/4, évidemment que c'est une catastrophe. Il y a notamment aussi tous les recycleurs, les bousiers. Bon, ça va vous parler, les Marseillais, si vous enlevez les 3/4 des éboueurs, vous allez voir rapidement, même avec le même nombre, des fois il y a des problèmes. Mais en tout cas, si vous enlevez les 3/4 de ceux qui nettoient les ordures, on va voir voilà. Et donc là, c'est pareil. On a dans nos pays occidentaux, avec les traitements insecticides, bon, bien sûr, les terres qui ont été artificialisées, l'agriculture intensive, bon, et toutes ces choses, les haies qui ont été supprimées, il y a tellement de choses. Et bien évidemment, maintenant, voilà. Alors, il y a peu d'espèces qui ont vraiment disparu. Tant qu'une espèce est encore là, on a toujours espoir qu'elle puisse se redévelopper si on arrête cette pression avec les insecticides et ainsi de suite. Si on replante des haies, on commence à refaire la machine arrière, heureusement, doucement. Mais enfin bon, à une époque, il fallait tout arracher, il fallait faire du remembrement. On faisait des champs qui faisaient 20 hectares. Enfin bon, j'ai eu l'occasion de passer au-dessus d'Orléans à Vers-Étampes. C'est atroce. Je ne pourrais pas vivre comme ça. Il n'y a que des champs. Il n'y a plus une haie, pas un arbre. Comment on peut vivre dans un environnement comme ça, des champs à perte de vue, où il y a forcément la biodiversité là, elle est réduite à sa plus simple expression, hein, et donc ça c'est forcément une catastrophe. Bon. Et donc voilà, donc c'est sûr que évidemment il y a potentiellement des plantes qui ont des effets répulsifs pour les insectes, c'est évident, c'est connu. Après, pour la punaise des lits, une fois qu'ils sont installés, c'est ça le problème, quoi. Il y a l'action de répulsion, mais une action insecticide, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans nos boîtes d'insectes, mettons des huiles essentielles pour éloigner certains parasites qui peuvent venir manger les bêtes en collection. Mais ce ne sont pas des insecticides. C'est-à-dire que ça va essayer de les éloigner, mais s'ils sont déjà dedans et qu'ils commencent à bouffer les bêtes, c'est pas ça qui les supprimera. Donc, si vous en avez déjà, bon, après, je ne sais pas, j'aurais pu creuser, j'en ai pas entendu parler de cette huile de Nîmes, mais voilà, mais pourquoi pas. Oui. 4e question. Alors, là, je pense que je vais laisser M. Rizy répondre, puisque c'est lui qui connaît le sujet. Alors déjà, pour être rassurant, les punaises de lit, on s'en sort. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. Hein. Donc y a des moyens. Vous les avez détaillés, les moyens chimiques, les moyens thermiques. Bon, à l'Alcazar, ce qui a été utilisé massivement, c'est les tentes thermiques. Hein. Les tentes thermiques et les chiens. Et c'est vrai qu'en fait,
pour le personnel de l'Alcazar, ça reste un événement très, très douloureux parce qu'en fait, effectivement, au-delà du fait qu'il a fallu fermer les services et les rendre inaccessibles aux Marseillais pendant un temps important, mais derrière, il a fallu toute une organisation, en fait, pour passer tous les documents qui revenaient de l'extérieur, en fait, dans les temps thermiques. Donc, ce qui voulait dire ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire le personnel avec les combinaisons étanches, la manutention, parce que vous imaginez les tonnes de livres en fait, avec des phases de quarantaine aussi. Donc ça a été un événement traumatisant. Ce qui compte, c'est les chiens en fait, parce que les chiens, c'est incroyable, ils ont une capacité à repérer et à trouver les sources. Parce qu'en fait, vous n'en avez jamais partout en fait. C'est localisé dans certains endroits. Et vraiment, les chiens ont une capacité justement à retrouver les sources. C'est traité. Et ensuite, les chiens reviennent X fois. Et puis après, on s'en sort. Hein, et d'ailleurs, on va toucher du bois, n'est-ce pas? Monsieur Meunier, on va toucher du bois. Parce qu'effectivement, les punaises de lit, bon, je crois que ça a commencé à New York, il me semble. Le retour des punaises de lit, on dit que c'est lié au tourisme à New York, les chambres d'hôtel. Mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu un phénomène mondial, plutôt dans les grandes agglomérations, les grandes mégalopoles. Ça coûte cher de les traiter, c'est vrai, hein, puisque les chiens, les tentes, bon, je n'ai pas les budgets en tête, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai que c'est des services qui sont onéreux. J'imagine que pour des particuliers, il y a des problématiques justement de capacité de financement et qui sont importantes. Je pense que ce n'est pas pour rien si l'État développe une mission sur le sujet. Hein, parce qu'effectivement, quand vous êtes infesté, ça peut être très traumatisant pour les personnes parce que il y a un effet résurgence permanente en fait, c'est ce que vous expliquez avec les œufs. Donc il faut avoir une continuité dans le traitement. Cette continuité, on l'a quand on est capable de financer des services sur le long terme. Juste rajouter un petit mot parce que je vous dis que j'ai un collègue qui a été infesté et que j'ai revu tout récemment. Et je lui dis, bon, en gros, entre les chiens, les passages de traitement, bon, il en est à 2000 euros, quoi. Donc vous voyez, c'est pas, ça fait un budget, quoi, 2000 euros. Il pense que c'est tranquille, mais va savoir si dans 2-3 semaines, ou voilà. Bon, 2000 euros, ça fait un budget. Donc vous voyez, pour un particulier, pour certaines personnes qui ont des moyens limités, ça fait très cher. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent d'ailleurs jeter le lit, surtout qu'on peut trouver des canapés ou des lits pas chers maintenant. Donc il faut tout à la benne plutôt que s'embêter à traiter, c'est clair. Mais ce qui n'empêche que s'ils sont dans les plaintes ou dans d'autres, ils vont revenir, hein, ça c'est sûr. Alors, juste pour conclure donc, sur l'Alcazar, évidemment, pourquoi l'option des tentes thermiques, hein, donc c'était une tente thermique, vous avez vu, c'est ces grandes tentes, c'est chauffé à 60 degrés. L'avantage, c'est que c'est pas de produits chimiques, hein, c'est zéro produit chimique. Pour des documents qui sont amenés à circuler de main en main, de toute façon, il n'y avait pas d'autre alternative. Mais en même temps, je pense qu'il y a de plus efficace, c'est la chaleur. Après les 60 degrés, il faut avoir les moyens d'avoir une tente qui est capable de générer les 60 degrés. Hein. Au début, je vous avoue que je ne me rappelle pas ce qui s'est passé précisément, mais vous savez, vous êtes ici dans un lieu public, et en fait, on a des systèmes d'alerte, parce que tout est normé vous avez des normes pour tout, et heureusement des normes de sécurité. Je vous avoue que je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, à un moment donné, il y a une alerte qui a été donnée, et ça prouve que le système fonctionne, parce que cette alerte, elle a déclenché toute une mécanique. C'est pas évident de fermer un lieu public comme l'Alcazar, qui est quand même un des lieux, on va dire, les plus fréquentés en termes de visite des Marseillais. Parce que l'Alcazar, après le stade Vélodrome, c'est quand même le lieu public où passe le plus de Marseillais. Donc, ce qui est rassurant, c'est que les systèmes de sécurité fonctionnent, les alertes fonctionnent, mais après, vous savez, il n'y a pas de risque zéro de toute façon. Mais il y a toujours une surveillance qui fait que dès qu'il y a une suspicion, les chiens reviennent. Et je peux vous rassurer, jusqu'à présent, on n'en a pas retrouvé. Alors,
Non, alors moi je ne sais pas si ça fait partie du mythe. Monsieur Rizzi va me dire si c'est vrai. Moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'en effet, on en a retrouvé à différents endroits. Et évidemment, comme les livres, maintenant tout est informatisé, on sait qui les a pris, qui les a rendus. En retrouvant les différents documents, on serait remonté qu'à une seule famille, que ça serait venu d'un seul foyer, et que voilà, ils ont rendu plusieurs livres. Je ne sais pas si c'est vrai. Je crois qu'on est dans la légende urbaine. Bon, c'est la légende. Mais de toute façon, on a tous besoin de légendes parce que ça fait des belles histoires, d'ailleurs que vous racontez de manière remarquable. Non, en fait, vous savez, ça peut être elles se mettent dans les interstices en fait. Donc ça peut être dans les lattes de bois, oui, ça peut être dès que vous avez un petit espace en fait. Ça. Alors c'est vrai que la sécurité fait que de toute façon, il faut passer tout à l'attente. Pourquoi ? Parce que forcément, un œuf, ça peut rester collé sur un bouquin. Donc la sécurité, c'est de le faire. Mais généralement, là où vous avez le plus de chances d'être embêté, c'est des vieux matelas, des hôtels, des vieilles moquettes dégueulasses, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que ça me permet la transition. Si on réfléchit, c'est vrai qu'on se dit, tiens, pourquoi l'Alcazar des livres ? Mais imaginez, bon, je sais que c'est au moins 3 semaines les prêts de livres renouvelables, donc ça peut durer longtemps. Quelqu'un qui est dans son canapé, bon, il bouquine, il a toujours son livre là. Les punaises piquent, elles trouvent, vous savez, dans le lot, elles viennent, une anfractuosité pour elles s'en fichent, hein. Elles vont piquer là. Où il y a les quelques bouquins empruntés, après je te ramène ça là à l'Alcazar, puis c'est parti. Hein. Donc voilà, moi ça est le plus plausible parce que personne n'est venu dormir à l'Alcazar a priori, donc je pense que c'est ça, et ça peut venir comme ça. Après, est-ce qu'elles auraient réinfecté des gens ? Ben, potentiellement, parce que si on prend le livre et qu'on le met dans son canapé, hop, c'est parti. Hein. Non, après de toute façon... De toute façon, en termes de sécurité, on se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le risque. Même si ce risque est limité, on a vu avec le Covid que cette méthodologie qui a été finalement étendue, on tend vers, dans les sociétés modernes, la réduction maximale du risque. À raison... Après, c'est toujours pareil, on ne sait jamais jusqu'à où on peut mettre le curseur en fait. Parce que le curseur, ça va déterminer les moyens après, derrière, parce que forcément, ça peut être comme le Covid, des confinements, des fermetures. C'est extrêmement difficile. Moi, personnellement, je ne suis pas scientifique, mais je pense que pour pouvoir faire de l'analyse de risque, il faut aussi avoir du recul et c'est vrai que c'est le bénéfice-risque hein, et ça a été beaucoup débattu. Est-ce que ça vaut le coup de prendre toutes ces mesures ? Jusqu'à quel point ? Alors les gens qui ont perdu un être proche et cher, ils vont vous dire j'avais pas envie que ma grand-mère ou mon grand-père meure, forcément. Bon, c'est vrai que majoritairement c'est des gens âgés, voire très âgés, avec des comorbidités. Bon. Je pense qu'il y aura des analyses, il y en a déjà, mais par des sociologues. On le voit, nous, au niveau des étudiants, ça a été très, très dur parce qu'ils se sont retrouvés des fois confinés dans des petits studios sans... Personnellement, j'en ai souffert, j'habite pas dans un studio, mais enfin bon, sans relations humaines, des cours à distance. Enfin bon, l'impact sociologique, il sera sans doute étudié, mais d'ores et déjà, il est très fort. C'est clair que donc, est-ce qu'on en a trop fait ? Bon, bien sûr que maintenant les gouvernements se protègent au maximum parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur reproche qu'ils n'en aient pas fait assez. Ils préfèrent qu'on leur reproche qu'on en ait trop fait qu'on n'en ait pas fait assez. Bon, là après je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est très compliqué. Ce qu'il faut dire suite à M. Rizzi, c'est qu'on n'en est jamais. C'est pas parce que les gens sont passés que pour autant c'est fini. Hein, je veux dire, ça ne peut pas dire que demain ils ne vont pas être réinfestés. Donc vous en tant que particulier. La première des choses, c'est en effet faire attention. Si jamais vous devez amener, je sais pas moi, en effet des habits que vous achetez d'occasion ou des meubles d'occasion, là, avant d'introduire quelque chose chez vous, bon, évidemment, les bouquins, personne n'aurait pensé, vous empruntez un bouquin à l'Alcazar, de dire, tiens, oh là là, je vais le passer au congélo 3 jours avant. Parce que là, on ne vit plus, quoi. On passe tout au congélo, c'est pas possible. Mais pourtant, voilà. Donc, en tout cas, si vous voyez qu'il y a vraiment un risque avéré, désinfecter ce que vous amenez chez vous, c'est déjà la première des choses. Parce qu'en effet, le fait d'avoir traité ne vous protège pas d'une réinfestation. Ça, c'est évident. Alors, juste pour conclure cet aspect, pour vous rassurer ou pas, évidemment, parce que généralement, vous savez, des fois, plus on vous rassure, plus vous êtes inquiet, en fait.
quand vous êtes anxieux, c'est souvent ça. Plus on vous rassure, plus vous allez vous angoisser. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vous avez des personnels ici qui fait l'accueil. On a été, on va dire, très sensibilisés à la problématique. Donc, ça veut dire que on observe. Donc, on regarde, on observe. Donc, de ce côté-là, s'il y a des piqûres, c'est signalé. Et ensuite, je pense que il faut penser que moi, à titre de professionnel, le recul par rapport à cette expérience, c'est que il y a eu, on va dire, un traumatisme, c'est un grand mot, mais c'est une opération qui est énorme en fait, en termes de travail, de manutention. Et puis en plus on ne sait pas, donc on se protège, on met des blouses. Quand on rentre chez soi, on ne sait pas, on a peur d'en ramener aussi. Donc je peux vous dire que nous, on préférerait que ce genre d'événement reste quasi exceptionnel. D'autant plus qu'à l'Alcazar, on a quand même eu les punaises de lit, et ensuite on a enchaîné avec le Covid. Le Covid, ça n'a pas concerné que l'Alcazar. Exactement. Bon, le dernier petit mot de la fin par rapport à ça, moi qui ai travaillé sur des vecteurs, j'ai attrapé le paludisme en Afrique, j'ai failli en mourir, j'ai perdu 6 kilos dans une nuit. Donc vous voyez, les punaises des lits, globalement, sauf rares exceptions en laboratoire, ça ne transmet pas de maladie. Bon, c'est une nuisance, c'est embêtant, c'est clair que quand on en a, mais il ne faut pas non plus devenir fou ou paranoïaque. Hein. C'est c'est un insecte hématophage, il vous pique comme il y a des moustiques l'été, et puis pour autant on n'en fait pas, on supporte ou on met une moustiquaire, et puis voilà. Donc c'est déjà le point positif. On peut s'en débarrasser. Ça ne transmet pas de maladie. Bon, c'est gênant. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des grosses réactions allergiques. Donc là, oui. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, il vaut mieux consulter, parce que vous pouvez faire des chocs aussi allergiques. Mais voilà. Et puis, avec un minimum de prudence, normalement, on évite. Mais en effet, on peut être infecté par tellement de voies que c'est compliqué. On ne peut pas tout traiter, tout congeler avant d'amener chez vous. C'est pas possible, c'est pas viable, quoi. Mais bon, voilà. Donc ne soyez pas trop inquiets. J'espère que vous n'en aurez jamais. Alors, je voulais juste terminer en un mot pour vous remercier pour votre conférence. Vous remercier d'être venu assister en cette fin d'après-midi à cette conférence. Et